Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve devant le centre des congrès du Chapeau Rouge, ici à Quimper, pour assister aux assises locales de la sécurité. Le studio MN a la chance de pouvoir interviewer des acteurs du territoire. Eh bien écoutez, sans plus attendre, je vous propose de découvrir ça. C'est parti. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue le chat, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. On se retrouve ici à Quimper en direct du centre des congrès du Chapeau Rouge pour évidemment les assises locales de la sécurité. On va en parler évidemment un petit peu plus en détail tout à l'heure. J'ai sur ma droite monsieur Philippe Brouder, voilà, qui va m'accompagner et qui sera on va dire oui, qui va être mon, peut-être pas mon co-animateur, mais qui sera présent avec moi tout le live jusqu'à la fin, donc pendant ces 2 heures, qui est donc élu et chargé de tranquillité publique à Quimper. Et sur ma gauche, Madame Assy, maire de Quimper. Oui, si c'est à ma gauche. J'ai cru que pendant un moment que j'avais confondu ma gauche et ma droite. C'est à la double gauche. En fait. C'est à ma double gauche. Donc bienvenue à tous les deux. Merci d'être là. Donc on va être ensemble pendant 2 heures. Isabelle Assy va introduire avec nous mais repartira. Donc de 15h15 du coup jusqu'à 17h15. Voilà, on vous a préparé 4 thématiques, des interviews, des invités. Voilà, ça va être sympa. Le but sera d'échanger autour de la sécurité et de débattre et de faire émerger peut-être des idées ou des solutions. Bienvenue à tous les deux. Merci, encore une fois, je le redis encore, mais voilà, j'espère que le chat seront contents de vous avoir. On leur fait coucou et on fait coucou à tout le monde. Donc pour commencer ce live, on va peut-être introduire et je vais vous laisser peut-être prendre la parole en premier pour introduire un petit peu ce qui se passe. Alors, on est aujourd'hui donc au Chapeau Rouge, qui est un centre des congrès de la ville de Quimper. Et on assiste à la 2e édition des Assises de la sécurité, puisque la première édition a été organisée il y a 2 ans, c'était en octobre 2022. Et donc, il avait été convenu il y a 2 ans de refaire une édition 2 ans après pour d'abord rendre compte, c'est important en politique de rendre compte, sur notre feuille de route que l'on avait mise en place en direction des politiques de sécurité, et puis continuer à écrire cette feuille de route en matière de politique publique, puisque la sécurité, nous la considérons comme un droit fondamental et faisant même partie intégrante des politiques de solidarité. Le droit à être protégé dans toutes les dimensions. La sécurité, c'est dans toutes les dimensions. Et pour moi et mon équipe municipale, extrêmement fondamental. J'avais vraiment souhaité la tenue de ces assises de sécurité. C'était un engagement de campagne. Parce que lors du précédent mandat, il y avait eu des débuts d'émeutes urbaines et je ne comprenais pas les phénomènes. Et à un moment donné, je m'étais dit, en tant qu'habitante de la ville de Quimper, j'aimerais bien qu'il y ait un lieu où on vienne écouter des experts dans leur domaine, que ce soit les addictions, la criminologie, l'éducation, la psychiatrie également. J'aimerais bien écouter pour essayer de comprendre. Et donc, comprendre pour ensuite avoir des actions soit de prévention, soit proactives pour pouvoir diminuer les phénomènes. Voilà ce que l'on a fait et ce que l'on organise pour la 2e fois. Oui, d'où l'importance du coup, comme je l'avais dit pendant quelques interviews que les gens qui nous regardent verront tout à l'heure, d'où l'importance aussi du coup de faire participer aussi la jeunesse dans toutes ces démarches, parce que ce sont aussi des habitants de la ville de Quimper et les acteurs de demain, donc c'est une importance cruciale d'avoir leur place aussi. Mais oui, alors c'est un point important. En fait, ce sont des assises publiques, donc ouvertes à tout le monde. Ça n'est pas qu'un lieu pour des élus ou des professionnels. Là, on est vraiment sur une instance ouverte à tous les habitants de Quimper et des communes environnantes. Et parmi les habitants, la jeunesse a une place importante. Et je suis vraiment heureuse que la mission locale en Pays de Cornouailles se saisisse de cette thématique au travers de ces enregistrements vidéo et de ce direct qui est organisé
parce que l'importance de se saisir de ces questions quand on est jeune. Et ça, je l'ai encore mieux compris ce matin. Comme quoi, on apprend à tout âge. On apprend tout le temps. Tout à fait. L'important, c'est d'abord, évidemment, mais ça, les jeunes le savent, prendre soin de sa santé. Parce que, de fait, quand on vit dans une société calme, sereine, on n'est pas attaqué, on ne fait pas de mauvaises rencontres, on va mieux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui concerne les conduites addictives qui peuvent générer des violences. Et ça, on l'a bien vu ce matin, on en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, que je crois que c'est 70% des violences intrafamiliales sont liées à des problèmes d'alcoolisation. Donc, c'est aussi prendre soin des autres. Et quand on est jeune, eh ben, moi, j'ai 5 enfants, vous voyez, je vous donne une petite info. Vous en fichez peut-être un petit peu, mais mais ce que je veux dire, c'est que parmi les enfants, il y a 2 jeunes adultes et 3 adolescents. Donc, je les vois, je trouve que la jeunesse est chouette. Et il faut aussi le dire, parce que souvent, on a un petit peu des a priori, des stéréotypes. La jeunesse est chouette et elle a vécu une période pas facile avec le Covid, un peu isolée. Et bien justement, moi je suis persuadée que les jeunes ont envie de faire attention à l'environnement dans lequel ils évoluent et ils n'ont pas envie demain de voir un copain attaquer, une copine qui se sente mal parce qu'elle se sera fourvoyée dans des conduites qui ne sont pas bonnes pour elle. Et donc on a une responsabilité collective. Et les jeunes sont chouettes et matures pour cela. D'où l'ouverture évidemment au plus large. Voilà. Et de toute façon, on va en parler peut-être un peu plus en détail avec Philippe à ma droite, du coup, par rapport au résultat du coup, de l'enquête qui a eu lieu du coup, ce matin. Du coup, est-ce que tu peux peut-être prendre la parole pour nous en parler un petit peu plus du coup, de ce qui s'est passé et du résultat peut-être du coup, de cette enquête de ce matin? Oui, donc comme l'indiquait Isabelle, la maire, qui est d'ailleurs votre présidente de la mission locale. Tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, présidente aussi de la mission locale. La présidente de la mission locale. Navré. Donc, comme elle a expliqué, en fait, il s'agissait là aujourd'hui de mesurer un delta entre les assises de 2022 et ceux de 2024. Et donc là, les problématiques qui émergeaient en 2022, c'était notamment des problématiques autour de la consommation d'alcool sur la voie publique, autour des chiens errants, etc. Et donc la municipalité, la maire, a pris des arrêtés municipaux qui interdisent justement ces pratiques-là. Et aujourd'hui, on en mesure les résultats, puisque là, on a une chute de 3 points et de 7 points. 7 points pour les animaux errants et 3 points sur la consommation d'alcool. Donc là, on voit aussi que la politique municipale a une action directe sur en fait, les comportements de la ville. Et donc ça, on peut déjà s'en féliciter. Alors, sur ces nouvelles assises, assises, donc aujourd'hui en 2024, ce qui est sorti, c'est donc déjà, je tiens à souligner qu'il y a eu une augmentation des réponses, puisque la dernière fois, on était aux alentours de 1000 répondants, et ce coup-ci, on est aux alentours de 2000, donc doublé. On a doublé. Voilà, donc c'est quand même aussi, ça donne un plus grand panel et aussi une plus grande réalité de ce qui se passe sur notre ville, une meilleure photographie, on va dire. Et cette année, il y a des changements. Donc, ce qui sort parmi les premières questions, c'est les questions de sécurité routière et d'éclairage public, ou comment aménager l'espace public peut participer au sentiment de sécurité. À ce sujet, ce matin, on a eu des intervenants de qualité, donc sur ces 2 questions, de la sécurité routière, en la personne de M. Flonneau, et sur l'éclairage public, M. Houel. Et c'était vraiment très intéressant, très riche. On a appris plein de choses. On l'a eu aussi en interview. Il nous a parlé un petit peu de ça aussi. Ils verront tout à l'heure l'interview. Et toi aussi, du coup, tu la verras. Donc on en a parlé aussi. Ouais. D'accord. Et j'étais surpris, par exemple, d'apprendre qu'auparavant, quand il y a eu commencé à avoir de l'éclairage public, en fait, les gens trouvaient que c'était une atteinte à leur liberté. Et donc, ils cassaient le matériel d'éclairage pour pouvoir préserver leur vie privée. Donc, comme quoi, tout change et tout évolue. Je ne le savais pas. Deuxième chose qui est apparue dans cette enquête, c'est donc, on ne va pas dire les violences sexuelles et sexistes, parce que ce n'est pas ce qui ressort, mais c'est-à-dire c'est en tout cas l'insécurité pour beaucoup de jeunes femmes sur la voie publique et particulièrement la nuit. Et donc là aussi, on agit, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà le deuxième thème. Et puis troisième, c'était les dimensions psychologiques et sociales du passage à l'acte sur les incivilités et les violences, comme le disait la maire. C'est vrai que bien souvent, quand il y a des actes de délinquance, particulièrement qui tournent autour des violences, c'est sur fond de consommation excessive d'alcool ou de produits stupéfiants.
Et donc, la transition est toute faite. Du coup, c'est également tout ce qui touche autour des trafics de stupéfiants et de la consommation de stupéfiants. Ok. Est-ce que ça a fait écho avec ce qui a été relevé l'année 2022 ? Oui, Oui. oui, parce que ces assises, elles sont organisées en 2 temps. Le matin, on a des tables rondes avec une prise de parole d'experts, 10 experts dans son domaine, qui vient apporter de l'information, un éclairage sur une thématique en particulier. L'après-midi des assises, et c'était déjà le cas en 2022, on a des ateliers avec les participants et les personnes qui ont écouté les interventions du matin et qui vivent sur la ville et qui viennent travailler sur des thématiques pour faire des propositions. Et ce qui m'avait vraiment étonnée en 2022, alors que je pensais que j'allais avoir ce qu'on voit des fois dans les journaux. Oh là là, c'est extrêmement insécure, on se fait attaquer à tous les coins de rue, en ciblant certaines populations. Et bien, ce n'est pas du tout ce qui avait émergé en 2022. C'était vraiment, il va falloir qu'on développe des actions de prévention et d'accompagnement liées à la lutte contre les addictions. Et donc, on fait le retour aujourd'hui et on est toujours dans les mêmes attentes. Alors, on a mis en place des actions sur la ville de Quimper dans ce cadre-là, pas tout seul, d'une manière partenariale. Seul, on n'est pas grand-chose. Et donc, on est aussi là pour rendre ces comptes-là et puis aller plus loin. Parce que la question des addictions, elle ne se pose pas que à l'échelle d'une ville, elle se pose au moins à l'échelle de l'État, mais ça ne nous empêche pas d'agir au quotidien. Par exemple, je donne un petit exemple, des formations ont été mises en place du côté des vendeurs d'alcool, des débitants d'alcool, pour vraiment d'abord leur redire la loi, et que la loi, c'est rien que la loi. On ne vend pas d'alcool à un jeune de moins de 18 ans, par exemple. Et puis surtout, quand on voit une personne qui a plus de 18 ans, qui est en état d'ébriété manifeste, enfin pour lequel on perçoit qu'il y a déjà eu trop de consommation, on ne lui vend pas davantage. Parce que les problématiques, elles se retrouvent sur la voie publique après. Et ça, c'est ce qui a été mis en place. Et c'est vrai qu'il y a une vraie communauté autour de ces questions qui se construit grâce à ces assises qui se répètent tous les 2 ans. En espérant que ça continue d'évoluer, évidemment. Oui, tout à fait. Moi, je retiens de l'enquête, alors j'avais retenu une chose principale quand même, c'est qu'à 60%, Quimper est considéré comme une ville où il fait bon vivre. Donc c'est quand même très positif et rassurant. C'est positif, c'est un bon chiffre. Évidemment, en objectif qu'ils grandissent et que voilà, c'est tout. C'est pour ça aussi que c'est un travail de beaucoup de personnes. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie pour cet accueil. J'espère que tout le monde est content pour ce début. On va pouvoir passer au premier bloc. Je vais pouvoir libérer je peux pas continuer, Madame la maire. Je voulais dire quelque chose d'important. Alors si vous avez une dernière chose à dire, oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'on a parlé des thématiques autour de la sécurité routière, oui, autour de l'éclairage public, des addictions, mais on n'a pas parlé de la 4e thématique de la matinée, c'était la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et ça, je pense que ça concerne beaucoup les jeunes qui sont sensibilisés à ces questions. Et il y a une expression ce matin que j'ai trouvée super intéressante, qui nous rappelait que, certes, tout le monde est d'accord que violer une personne, c'est innommable, que ces passages à l'acte sont très graves, mais c'est le haut de la pyramide. Et en fait, ce qui doit nous alerter, c'est tout ce qu'il y a au bas de la pyramide, quand il y a du harcèlement de rue, quand il y a des réflexions sexistes, parce que c'est ça qui conduit vraiment les personnes, si elles ne sont pas arrêtées à temps, à gravir les échelons pour aller vers des comportements de plus en plus graves. Et je trouve que c'est important que du côté des jeunes, eh bien, on ait ça en tête et qu'on puisse être résistant face à ce type de comportement. Et de prendre le problème plus bas, à la source. Voilà. J'aimerais dire quelque chose à Madame la maire, c'est qu'en fait, du coup, on a le dispositif Camp Van, là, qui donc a fait sa première sortie lors de la soirée d'Halloween, et donc qui distribue plein d'objets en fait de prévention, que ce soit des éthylotests, des harcélomètres, violentomètres, des préservatifs, enfin plein de choses. Et là, j'ai demandé à ce qu'on mette aussi dans cette trousse le dispositif Repousse-Relou, que je ne connais pas. Moi non plus. Donc le repousse-relou, c'est donc un sifflet. C'est drôle. C'est un sifflet qui est très strident et que les personnes qui souhaitent avoir ça dans leur sac à main, enfin à disposition dans leur poche,
s'ils se sentent harcelés sur la voie publique ou quoi, elle siffle, et donc là, d'office, ça fait fuir. Et c'est un jeune homme de Caen qui a inventé ça. Et donc, il est diffusé un peu partout en France. Et D'accord. donc, j'ai demandé à ce que la ville de Quimper en achète. Très bien. C'est bien. Bon, Bravo. bah voilà, si jamais il y en a qui ça intéresse, là, qui nous regardent, repousse relou, très bien. Bon, bah, on va attaquer la première partie du live, donc le bloc 1 que nous, on a intitulé Urbanisme et incivilité routière, avec du coup notre premier invité, donc ça sera Mathieu Flonneau. Voilà. Merci beaucoup. Et bah merci à vous pour ça. Et à puis, bientôt. et puis bah, pour les gens qui nous regardent, on est parti pour la première partie. Nous voilà de retour, nous sommes toujours en direct du Chapeau Rouge à Quimper pour les assises locales de la sécurité, en direct. Et j'accueille à ma gauche, du coup, qui vient de me rejoindre, notre invité, Mathieu Flonneau, spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobilisme. Bonjour. Bienvenue à vous, bienvenue sur ce plateau Twitch, avec du coup Philippe aussi qui est là, Philippe Broder qui est là aussi avec nous. Avant de commencer et d'introduire des questions, est-ce que Twitch c'est votre première fois? Est-ce que c'est un univers qui vous parle ou est-ce que Alors, ce type de streaming, non, ce n'est pas la première fois. D'accord. Mais là, à Quimper, oui, c'est À la première Quimper, fois. c'est la première fois. D'accord, donc c'est quelque chose que vous connaissez quand même. Bah, j'en vois l'intérêt. Et je D'accord, vois ok. quel public ça peut toucher. Et... Très bien. Bah, bienvenue sur Twitch. Et, je refais coucou au chat et aux personnes qui sont là avec nous aujourd'hui. Donc, nous, on a intitulé ce premier bloc Urbanisme et incivilité routière. Donc, j'ai une petite question brise-glace pour commencer. Si vous pouviez voyager dans le passé et observer une journée typique de circulation à Quimper il y a 100 ans, qu'est-ce qui vous surprendrait le plus par rapport à aujourd'hui? Alors, il y a 100 ans, donc ça nous ramène 1920. Il y a déjà des autos. Il y en a quelques-unes. Il y a déjà des services automobiles. Il y a de moins en moins de chevaux, mais il en reste. Il y a donc aussi moins d'équipements de la route. Il est peu probable qu'à Quimper, avant les années d'après Seconde Guerre mondiale, il y ait eu des carrefours équipés de feux de signalisation. Ceci mériterait d'être analysé avec des sources locales, mais leur généralisation ne date véritablement dans les grandes métropoles que des années 30. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que tout ceci apparaît. Donc, pour vous répondre, ça serait une circulation plus anarchique, paradoxalement, une circulation qui est plus bruyante, parce que les chevaux sont bruyants, et éventuellement moins propre, parce que certes l'automobile pollue, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais elle pollue, mais les chevaux polluaient beaucoup également. D'accord, ok. Est-ce que ça serait du coup peut-être une circulation plus dangereuse aussi, par définition? Alors, les conflits d'usage existent. C'est-à-dire qu'entre usagers, c'est pas forcément plus apaisé il y a un siècle. Tout le répertoire des jurons, des cochers est déjà bien là en place. Et donc, finalement, la motorisation de la ville n'invente pas cette brutalisation. Il y a toujours eu un jeu de pouvoir dans la rue, un jeu d'influence. Et ce qui compte, c'est évidemment l'équilibre par époque. Mais à cette période, est-ce que ça serait plus dangereux? Il y a des décès sur les chaussées. Pour Paris, que je connais mieux, il y a des accidents de tramway. Il y a des choses qui rendent la rue pas forcément très sécure. Très bien. Est-ce que Philippe, ça te parle cette question? Est-ce que ou cette réponse? Non, j'imagine bien, oui, effectivement, les années 20, ça devait être surprenant, surtout en circulation nocturne. On a aujourd'hui des automobiles quand même ont des phares puissants, on voit loin. J'imagine, je ne sais pas comment pouvait se passer d'ailleurs la circulation nocturne à l'époque, mais ça devait être assez insécurisant, je pense, oui. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est difficile en tout cas de se repérer, mais Oui, puis moins de repères sur les chaussées, pas de marquage au sol systématique. En rive de chaussée, beaucoup de choses indistinctes qui rendent effectivement la circulation dangereuse. non, c'est une excellente. C'est vrai que c'est un bon point de vue, et c'est bon c'est bien de repenser à toutes les choses qui ont été mises en place aussi pour éviter ces problématiques-là. Donc très bien. Du coup, j'ai une autre question. Qui va plus être en lien du coup avec le quotidien. On parle du coup d'incivilité routière, mais est-ce que c'est un phénomène vraiment nouveau? À votre avis, si on avait mis par exemple des trottinettes électriques pour rebondir en 1920, qu'est-ce que ça aurait donné? Alors, des trottinettes, déjà, le mode est ancien. Elles n'étaient pas électriques. Elles étaient Oui. évidemment moins dangereuses.
Et puis, il n'y avait pas ce côté utile aux adultes. La trottinette change les choses. Y aurait-il eu des accidents? Oui, très probablement. Il y avait tout de même peut-être plus de respect pour le piéton à cette période, plus de respect pour le statut du marcheur dans la rue. Et les remarques étaient peut-être plus faciles à faire. C'est-à-dire que la civilité, l'urbanité faisaient que l'on était probablement plus écouté au premier avertissement. D'accord, ok. Ok. Parce que non, en même temps, je réfléchissais aux conséquences que ça pouvait avoir, mais c'est vrai que c'est une bonne réponse. Donc, pas de souci là-dessus. Toi aussi, Philippe, tu es relativement d'accord avec ce qui a été dit Oui, d'accord. Et puis, j'ai apprécié aussi dans l'intervention de M. Flonneau ce matin la référence en fait à l'humain. C'est-à-dire l'humain, j'entends l'humain qui est dépositaire de l'autorité et qui fluidifie la circulation. Et M. Flonneau prenait le policier avec, vous savez, le bâton blanc et qui régulait la circulation et du coup aussi qui faisait de la médiation entre les conflits d'usage des différentes mobilités. Très bien. Peut-être un mot de plus justement sur l'humanisation de la rue, parce que le policier, l'agent, qui était éventuellement aux intersections, comme le dit Philippe Brouder, était là pour électriser en quelque sorte le conflit. C'est-à-dire que c'était lui qui prenait, mais c'est son métier. Et il sait comment réagir, il sait comment il est acceptable d'être enguirlandé en quelque sorte dans la rue. Et que ça se passe après directement entre les usagers, c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'évidemment, il n'y a plus de limite. Et la légitimité, elle n'est plus reconnue par la loi. Et je suis relativement d'accord avec ça. Du coup, j'ai une dernière chose avant de continuer. Est-ce que s'il y a un message à faire passer, quelque chose que vous voudriez dire par rapport à cette thématique ou autre, mais j'imagine qu'on va rester quand même dans l'urbanisme et incivilité routière, s'il y a un message à faire passer pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que ce serait pour les jeunes 16-25? Alors déjà, une grande aspiration à la mobilité, à la liberté qui est totalement légitime et qu'il ne faut pas non plus trop administrer, trop réguler, mais une très grande responsabilité individuelle. Et donc beaucoup d'éducation derrière qui permettent de juguler les conflits qui n'ont pas lieu d'être dans la rue, à partir du moment où le déplacement est un déplacement qui crée une richesse, qui crée un besoin pour aller travailler. Bon, il n'y a aucune raison de vouloir gagner à tout prix 30 secondes. Il faut être plus civil et c'est de l'urbanité. La ville, c'est l'urbanité. C'est une courtoisie également. D'accord, ok. On nous demande dans le chat, du coup, on dirait qu'il y a quelqu'un qui nous dit comment remettre des humains dans les rues à Quimper. Alors à Quimper et ailleurs, c'est cette proximité de corps constitués qui peuvent être en uniforme ou pas, ou en uniforme de police ou pas, quel que soit le type de police. Mais pardon, l'exemple a été pris, il est spectaculaire, ce sont les JO de Paris. Et pendant les JO de Paris, vous aviez des agents des services publics, RATP, SNCF, qui étaient là pour aider. Et évidemment, ça simplifie, ça fluidifie. Et je peux vous assurer que l'ambiance était radicalement différente de celle qu'elle peut être en temps normal. Très bien, donc s'inspirer de ça à venir. Très bien. Et nous, on vous remercie pour votre venue. Et puis, on vous embête pas plus longtemps. Merci pour votre intervention. Ne m'embêtez pas, merci à vous. Juste, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Enfin, oui. C'est-à-dire faire une proposition que j'ai demandé à nos services de réfléchir, puisque au code de la rue. Ce matin, on a évoqué, et avec M. Flonneau hier aussi, le code de la rue. Et ça, c'est une notion que j'apprécie beaucoup. J'ai découvert d'ailleurs, puisque dans le cadre du Forum français de sécurité urbaine où je suis membre du comité exécutif, j'ai appris que la ville de Toulouse l'avait mis en œuvre. Et moi, je souhaite qu'à Quimper, on mette en place le code de la rue. Et peut-être que M. Flonneau peut nous expliquer un peu mieux ce que c'est que le code de la rue, parce que je suis sûr que tout le monde ne connaît pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai appris aussi que ça existait en 1910 en France. Et voilà, et c'est aussi à Paris que tout le monde pouvait partager en fait les différents. Je vous laisse peut-être vous expliquer. Mais moi, je rebondis sur votre idée qui mérite d'être déclinée effectivement localement, parce que les rues de Quimper ne sont pas les rues de Paris. Il y a un enjeu, c'est 10 ans avant le code de la route qui est inventé à Paris, qui est une métropole pleine d'effervescence, des modus vivendi pour que les usagers cohabitent. Ok. Code de la rue. Code de la rue en 2025 à Quimper. Chiche. On prend note. Très bien. Et on vous remercie et nous on va pouvoir passer du coup à la suite. Merci beaucoup et bonne continuation et on vous remercie. Merci.
Il a un train. Voilà, il a un train, c'est pour ça qu'il nous quitte. On a eu énormément de questions dans le chat, Philippe. Dont évidemment on remercie Mathieu Flonneau pour toutes ces précieuses réponses. Donc moi je vais essayer de remonter un petit peu dans le chat. Alors on nous a dit dans le chat ce matin, on a parlé d'un code. On a parlé d'un code de la rue. Est-ce que les villes l'ont mis en place? Qu'est-ce qu'il peut contenir comme message? Voilà, pour peut-être rebondir. Alors donc, ça tombe bien, effectivement. Alors le code de la rue, comme le disait M. Flonneau, donc 1910 à Paris, mais il est toujours d'actualité en Belgique, par exemple. La Belgique a un code de la rue. Et comme je vous le disais, par exemple, certaines villes s'en réemparent, et notamment Toulouse. Et donc, l'intérêt d'avoir un code de la rue, c'est de tenir compte non pas simplement que du code de la route destiné essentiellement aux automobilistes, mais justement de repenser la place du piéton, du cycliste, du trottinetteur, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin bref, tous ces moyens de locomotion en fait, et de faire en sorte que l'espace public soit partagé et dans le respect, puisque la rue, c'est la République, quoi. Et donc il faut vraiment qu'on soit respectueux les uns des autres. Les piétons, par exemple, qui sont omnibulés ou en tout cas aspirés par leur téléphone portable, parfois au risque de se faire renverser. Voilà, une conduite il faut faire attention. Le cycliste qui grille le feu quand il n'a pas le fameux panneau M12, pas bon. Celui qui fait de la trottinette qui est sur le trottoir à 15-20 km/h, pas bon. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a l'automobiliste qui grille le feu rouge. Voilà, pas bon, ça c'est encore pire. Voilà, mais en tout cas, tout le monde a sa part à prendre dans la sécurisation de la sécurité routière. Et donc le code de la rue, je pense, peut être vraiment intéressant pour tous. Alors il ne s'agit pas non plus de tout administrer, comme le disait aussi M. Flonneau. Hein. On n'est pas là dans la répression, etc. C'est simplement d'alerter, de prévenir, et puis voilà, de la prévention, quel que soit le moyen de déplacement. D'accord, ok. Donc il prendrait quelle forme, moi? Parce que moi je me demande un petit peu, est-ce que ça prendrait la même forme que le code de la route, ou est-ce que ça serait quelque chose qu'on devrait passer avec des questions ou quoi, ou est-ce que je pense pas. Ça me paraît un peu. Non, il ne s'agit pas de passer un examen pour pouvoir se déplacer. Pour pouvoir se déplacer dans les rues, c'est quand même. Non, ça va plus. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, on doit l'imaginer. J'ai demandé au service de tranquillité publique d'y réfléchir. Ils vont faire un comparatif avec ce qui se fait ailleurs, avec, je vous dis, la Belgique, avec Toulouse, etc. Et on va voir. Ça peut être sous forme d'un petit fascicule qu'on distribue aux personnes sur la voie publique. Enfin. Voilà, on va y réfléchir, mais ça ne sera pas quelque chose de contraignant, ça c'est sûr. Très bien. Du coup, j'enchaîne avec certaines questions aussi qu'on a vues dans le chat. La voiture, c'est la liberté dans la voiture. Peut-on vraiment revenir en arrière? Je ne suis pas sûr d'avoir compris cette question, mais si toi tu l'as compris. En tout cas, la voiture, c'est la liberté. C'est aussi, comme je parlais tout à l'heure du portable du piéton avec son téléphone, il est aspiré dans son téléphone. Les voitures aujourd'hui, elles sont de mieux en mieux insonorisées. On rentre là dans quelque chose qui nous met un peu hors de contact avec la réalité urbaine. Il n'y a plus de son, on ne voit plus rien. Pour peu on mette sa musique, on est dans un autre univers. Et donc, et je pense que les voitures, de plus en plus, du fait de leur insonorisation, du fait de la sécurisation qu'il y a eu aussi au niveau des véhicules, les airbags, enfin bref, la voiture, c'est quand même un endroit très sécure à l'intérieur. Mais du coup, il faut imaginer les autres. Donc la voiture, la question c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Il ne s'agit pas de revenir en arrière, on a besoin de voitures. On a besoin de voitures pour certaines... pour je sais pas moi, quand on va faire des grandes courses avec des packs d'eau, etc., bon, on ne va pas mettre ça sur un vélo ou quoi. Donc du coup, il faut garder la voiture, mais peut-être changer l'usage de la voiture. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de la voiture pour faire 2 km pour aller, je sais pas moi, de la gare au centre-ville? Pas forcément. On peut y aller à pied, on peut y aller à vélo. Enfin, il y a d'autres moyens de locomotion. Et à mon avis, c'est vraiment de partager et de toujours en fait réfléchir à est-ce que à faire en sorte en fait que la voiture ne soit plus le réflexe, quoi. Aller acheter du pain, je prends ma voiture. Pourquoi il faut vraiment ralentir en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois il n'y a pas besoin. Voilà, on peut prendre sa voiture. Alors certes, si on y va à pied acheter sa baguette, ça va prendre 10 minutes. En voiture, remarque, ça peut prendre 10 minutes, le temps de trouver une place de station. Voilà, bien sûr. Voilà, et puis c'est aussi
une autre façon de voir. Mais la voiture, c'est pas la fin de la voiture. Mais je pense qu'il faut réimaginer l'utilisation de la voiture. Tout à fait. Et de toute façon, plus les carburants, enfin, on voit bien les prix où ils sont aujourd'hui, et on voit bien aussi la crise, enfin, l'ambiance mondiale. On imagine bien qu'à un moment, ça va être compliqué de pouvoir avoir de l'essence, du gasoil et je ne sais quoi encore. Après, c'est surtout que les gens souvent pensent qu'en prenant la voiture, ils vont gagner du temps, alors que pas forcément, comme tu le disais, avec la circulation, les feux, le fait de se garer, de trouver une place. Et puis il y a aussi le fait, je pense que si les gens prennent la voiture, je pense même pas que c'est pour gagner du temps, je pense que c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie de marcher. Je pense que ça doit jouer un petit peu aussi. Ouais, et puis c'est aussi de plus en plus d'individualisme, notre société. Quand on est dans sa voiture, on ferme la porte, on est un peu chez soi. Enfin, il n'y a plus d'interaction avec les autres, quoi. C'est une façon, en fait, de se déplacer qui est indépendante. Et c'est peut-être tout ça qu'il faut repenser. Les transports en commun, il n'y a pas que le vélo et la marche à pied. Il y a des bus. Ici, à Quimper, on a des navettes électriques gratuites. Mhm. Donc voilà, c'est peut-être réimaginer tout ça. Oui, puis on nous dit d'ailleurs dans le chat, tu peux te sentir plus en sécurité dans ta voiture que dans la rue. Bien sûr. Voilà, donc je pense que ça doit jouer pas mal, aussi là-dessus. Eh bien, on va pouvoir accueillir notre prochaine invité sur ce plateau pour la suite, du coup, donc le deuxième bloc, donc Vivre ensemble et violence, donc avec Anna Varie-Chapalin. Donc, si tu es prêt, Philippe, on va pouvoir lancer cette deuxième partie de live. Je suis prêt et je tiens à, justement, on parlait de sécurité tout à l'heure. La sécurité, c'est pas que la sécurité publique, c'est-à-dire les policiers du bleu, c'est tout un ensemble, c'est la sécurité civile, c'est la sécurité routière, voilà. Et là, je pense qu'avec Anna Varie, on va aller encore sur un autre axe. Tout à fait. Donc, écoutez, nous sommes partis. Jingle. Voilà de retour toujours en direct du centre des congrès du Chapeau Rouge à Quimper. Je suis toujours avec Philippe Broder, chargé de tranquillité publique à Quimper à ma droite. Mais j'ai une nouvelle invitée qui nous a rejoint à ma gauche, c'est Anna Varie-Chapalin. Voilà. Adjointe au maire à l'égalité homme-femme. Voilà, bienvenue à vous sur ce plateau. Donc on est là pour parler donc de ce deuxième bloc de Nous pour le live qu'on a intitulé Vivre ensemble les violences. Voilà, donc bienvenue sur ce plateau Twitch. Avant qu'on commence, est-ce que dans un premier temps, Twitch c'est quelque chose que vous connaissez ou est-ce que c'est totalement étranger pour vous comme C'est pas totalement étranger. J'ai un petit-fils qui fréquente beaucoup la mission locale. D'accord. Donc, voilà. Donc Twitch c'est quelque chose quand même Je connaissais. D'accord, ok, très bien. Eh ben, bienvenue à vous sur Twitch. Et ben écoutez, on va pouvoir commencer. Donc moi j'ai une première question brise-glace pour vous. Si les violences sexistes et sexuelles étaient un espèce de bug dans le système social, selon vous, quelle ligne de code faudrait-il réécrire en priorité pour le corriger ? Alors, c'est une question un peu compliquée parce qu'il faut tout comprendre. Bug, système social, ligne de code, quel code En fait, je pense que le bug, puisqu'on parle beaucoup de gros sous actuellement, le bug, c'est le coût. Le coût de toutes ces violences, le coût de tous ces traumatismes, le coût des accidents, cette masculinisation à outrance. On voit déjà ce que ça donne aux États-Unis. On peut craindre pour nous. Et il y a des études sérieuses qui ont été faites qui disent que ça coûte à peu près 100 milliards en France. 100 milliards, ça parle à tous, même aux jeunes. Et là, quand on cherche des sous actuellement pour faire des choses, ben, ça serait plutôt pas mal. On n'y arrivera pas d'un coup. Alors la ligne de code, moi je crois qu'il n'y a qu'une seule, chose de possible, c'est respecter le consentement et promouvoir l'égalité des genres dans toutes les intégrations sociales, dans toutes les relations sociales. Et si on dit promouvoir le consentement, respecter, là on y est. Ok, très bien, excellente réponse. D'ailleurs, on m'a fait une petite remarque dans le chat, on ne dit pas égalité femmes-hommes plutôt que égalité hommes-femmes. J'ai failli vous reprendre. Okay. Je me suis dit, tiens, c'est symptomatique, mais bon... Ok. À la fois, si on part du principe d'égalité...
En fait, c'est toujours un petit peu épineux cette question-là. Mais je pense Je tout taquine simplement pour qu'on nous comprenne, c'est pas une question d'ego, mais quand on dit égalité femmes-hommes, c'est parce que bon nombre de femmes n'ont pas encore atteint l'égalité dans les salaires, dans la vie quotidienne, les tâches, etc. C'est pour ça qu'on le met avant. Ok. C'est pour qu'on arrive à une égalité, tout simplement. Ok, d'accord, j'ai compris le sens. D'accord, très bien. D'accord, j'ai une deuxième question, donc plus une mise en situation imagée. Imaginez que vous êtes dans un lycée ou une soirée et que quelqu'un intervient brillamment pour stopper un comportement sexiste. Qu'est-ce qu'il ou elle dirait ou ferait pour que ce soit super efficace, mais pas agressif ? Ah, vous avez des questions simples, hein, vous. Déjà, je vais reprendre un peu la question, si vous le permettez. Quand vous dites brillamment, intervient brillamment. Brillamment, ça me fait penser à Superman Super-héros, avec son un costume, super-héros, un super-héros. Et je crois que justement, dans le cas précis, on n'a pas besoin de super-héros. Ce dont on a besoin, c'est que le plus de monde possible réagissent comme ils et elles peuvent, mais qu'ils et elles réagissent. Et effectivement, à ce moment-là, ça sera efficace et non agressif. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire, mais il faut surtout que les gens ne restent pas indifférents. Ok. Oui, parce que c'est vrai que quand on dit une personne qui agit, c'est vrai que en fait tout le monde, c'est des comportements qui sont pas qui n'ont pas à cautionner. Donc c'est tout le monde qui devrait réagir, pas Ouais, que une personne. on se doit tous et toutes de réagir. J'imagine que je suis d'accord avec. Carrément d'accord, seulement je sortirai de la soirée. Moi, je pense plus dans le bus, dans des endroits, des lieux publics. C'est-à-dire, oui, effectivement, tout le monde doit réagir. On ne doit pas laisser faire des choses qui ne sont pas acceptables. Au début, j'ai cru qu'il a dit je sortirai de la soirée. Genre, tu fuis la soirée, quoi. Si jamais ça arrive, je me suis dit oula. Non, dans la soirée, ça veut dire que c'est des gens Oui. plus ou moins qu'on connaît, peut-être. Donc, déjà, c'est peut-être plus rare. Mais moi, ce que je veux dire, c'est même face à des situations où on ne connaît pas les personnes, sur la voie publique, quoi, dans le bus, dans des choses, dans les lieux publics. Voilà. Et pour revenir à la soirée, suivant le degré, on peut aussi faire en sorte d'isoler un peu la personne qui est victime ou potentiellement victime du comportement sexiste pour l'écouter. Pour l'écouter tout simplement, parce que tout le monde a besoin d'écoute et à ce moment-là, ça permet de bien réparer les choses quand on écoute. Mais est-ce qu'on peut pas aussi écouter peut-être aussi la personne qui fait l'acte aussi? Peut-être que ça peut être pour les deux, la personne qui subit ça et la personne qui fait subir. C'est peut-être pas en même temps, c'est peut-être pas la même. C'est peut-être pas la même personne. Par rapport à la personne qui fait l'acte, on peut aussi couper court si on est en public, si on est avec d'autres potes, leur dire c'est bizarre. Ce que tu dis là, ça ne nous reflète pas, c'est pas nous. Enfin, essayer de recentrer les choses, effectivement. Mais il y a plusieurs manières de faire. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est réagir. Voilà, réagir. Très bien. On nous dit dans le chat Twitch, du coup, il y a une personne qui nous demande parlez-nous d'Angela, ça donne quoi à Quimper? Alors Angela, je regarde Philippe me regarde. Je crois qu'on est un petit peu compères là dans ce dispositif. Ça donne quoi? Ça donne qu'il y a déjà beaucoup d'endroits, de commerce, de services, de lieux de restos, de fêtes. Je pense au Novomax par exemple, je pense à d'autres. Et que on veut encore l'étendre parce que plus il y aura des lieux refuges, plus la ville sera sereine et sécurisée et plus les jeunes se diront je peux sortir, si jamais il m'arrive un truc, j'aurai toujours un endroit où aller. Donc c'est important qu'on puisse encore l'étendre et qu'on puisse former aussi les gens les responsables des établissements, parce qu'il est évident que Angela, on voit l'autocollant.
Mais c'est pas qu'un autocollant. Parce que si effectivement il y a un café où il y a un autocollant Angela, un bar, et que le patron du bar ou la patronne du bar laisse tenir des propos sexistes dans son bar, ça va pas, quoi. Donc il faut que les choses avancent tout en même temps. En fait, toutes les personnes qui affichent sur leur vitrine l'autocollant demandé Angela ont eu une formation de 2 heures, donc à la sensibilisation justement aux personnes victimes sur la voie publique, mais aussi de la capacité d'écoute, de bienveillance, enfin voilà. Donc c'est pour avoir cet autocollant sur la vitrine, c'est parce qu'ils sont formés et effectivement, comme l'a dit Anna Barry, on souhaite développer le système en 2025. Mais déjà, on est à plus de 70 lieux refuges sur l'ensemble de la commune. Donc voilà, on va monter progressivement. Mais voilà, plus on sera, plus les gens seront formés. Et Angela a fait des émules. Nous, on avait vu effectivement d'autres villes, mais assez éloignées, qu'il avait mises en place. Et là, Brest était très intéressé par notre initiative. Et à Brest, on va retrouver Angela également. Ok, très bien. J'ai une question un petit peu plus décalée peut-être. Si les objets ou les espaces publics pouvaient parler, lesquels seraient probablement témoins de comportements du coup sexistes et qu'est-ce qu'ils nous raconteraient? Les objets ou les espaces. Oui. Alors on va prendre un lampadaire. Si ça vous va, on prend un lampadaire. Ok. Hein, alors C'est un très bien, lampadaire, il pourrait raconter des histoires de harcèlement, de blagues lourdes, de mise en danger de gens. De gens pas respectés, alors que ce sont des endroits où ils devraient se sentir en sécurité, justement. Donc, le lampadaire, il pourrait nous raconter tout ça. Le lampadaire, il pourrait dire ah, il a entendu, t'es bonne. Non, mais Oui. des choses comme ça. Ouais. Et tout à l'heure, mon idée du sifflet repousse relou. Le repousse relou, ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui nous disait qu'elle aimerait bien en avoir un repousse relou. Et si on prend un espace, on peut prendre un établissement scolaire, un lycée par exemple. La cour. La cour. Mais même le lycée en son ensemble, il pourrait évoquer des anecdotes sur les stéréotypes du genre, les filles découragées de choisir certaines matières ou activités ou certains métiers. Imaginez qu'il n'y ait qu'une vision, du monde. Il faut toutes les visions du monde. Ok, très bien. Alors, je voulais lire une question du chat, mais ma myopie me permet de mal lire le mot. C'est est-ce que les mâles... Ah oui, alors, c'est est-ce que les mâles blancs sont vraiment en danger? Vraiment, point d'interrogation. C'est une question du chat. Pour l'instant, non. Hein. Non, ils sont loin d'être en danger. Le mâle alpha, le blanc quinquagénaire, voilà, c'est le stéréotype pour l'instant, en tout cas, qui est le plus prenant. Le patriarcat, le paternalisme, on parlait de voiture tout à l'heure, la conduite d'un homme en voiture. Enfin bon, bref, non, le mâle blanc, il n'est pas menacé. Il n'est pas menacé. Et on voit par contre qu'il est utilisé pour faire craindre qu'il soit menacé. On l'a vu aux États-Unis avec Trump. C'est-à-dire qu'il a dit, enfin, on a même vu une opposition entre les hommes et les femmes. C'est du jamais vu dans un scrutin électoral, quoi. Donc j'espère qu'on n'arrivera jamais à ça en France. On l'espère aussi, évidemment, voilà, pour répondre à la question du chat. Question peut-être un peu plus humoristique. On a tous entendu des phrases comme c'est juste une blague, détends-toi, c'était juste pour rire. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça pour faire comprendre que certaines blagues ne sont pas si drôles que ça, finalement? Oui, c'est vrai que le fait de devoir insister pour dire que c'est une blague, je pense qu'il faut faire une réponse, qu'il faut que la personne comprenne. Je comprends que tu voulais peut-être faire rire, mais tu sais, ça fait pas rire, ça peut blesser certaines personnes. Trouver, si on parle d'humour, et c'est très difficile de faire de l'humour avec ça,
Si on parle d'humour, il faut trouver un humour qui n'offense pas. Parce que il faut réussir à ouvrir la porte à une discussion un peu constructive. Il ne s'agit pas du tout de répondre par des blagues aussi blessantes. Et justement, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Je pensais à la question du chat là. Oui. C'est pas la guerre entre les femmes et les hommes et entre les hommes et les femmes. Au contraire, quand on parle il y a quelqu'un qui a dit ce matin, je suis pas féministe, je suis égalitariste. Ça voulait dire, en fait, ce que je veux, c'est qu'il y ait l'égalité pour que dans la société, tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait pas de discrimination. Et ben là, c'est pareil. Donc les blagues lourdes, il faut réussir à les stopper. Et d'ailleurs, on a une campagne de grandes affiches dans les panneaux de co, là, dans les abribus. Vous avez peut-être vu. Il y a une affiche qui dit oh ouais, mais il est juste un peu lourd, mais il s'occupe bien de ses enfants, tout ça. Et et comme si c'était permis, quoi. Il faut pas qu'on laisse banaliser il faut pas qu'on laisse banaliser les trucs, même si ça demande un petit effort. Oui, bah oui, parce qu'après le danger, c'est qu'une fois que ça oui. devient banal, on peut plus. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais c'est compliqué en tout cas de battre ça, quoi. On m'a toujours dit qu'un bon humour, il se fait pas au détriment des autres. Voilà, oui. C'est une très belle phrase. Très bien. J'ai une dernière question du coup pour vous. À votre avis, comment la génération du coup des 16-25, donc en partie le public qui est en train de nous regarder actuellement, comment est-ce qu'elle peut réussir à briser les vieux schémas sexistes et créer un environnement où tout le monde se sent à l'aise, comme vous le disiez, partout? Alors, évidemment, c'est une génération cruciale. C'est les jeunes. C'est notre société. Même pas... même un peu avant demain. Hein, donc, c'est super, super important. Mais pour que les 16-25 ans puissent briser les vieux schémas, il faut effectivement qu'on puisse inclure dès les tout petits dans l'éducation et dans l'école. Parce que ce n'est pas la même chose. Les enseignements, l'éducation, tout ça. La place de chacun. Parce qu'il faut déconstruire les stéréotypes. Et tout petit, parce que sinon, à 16 ans, ils sont déjà là. Je peux vous en citer quelques-uns, par exemple, qui concernent les garçons, les jeunes mecs. Quoi de plus normal que de dire que les gars, ils s'intéressent énormément à la sexualité, ils peuvent séduire n'importe quelle fille, ils n'expriment pas leurs émotions, c'est normal, ils ne parlent pas, ils sont agressifs, ils sont indépendants, mais tout ça, c'est pas dû ni aux hormones ni au cerveau, hein. Et c'est pas tous, mais c'est beaucoup trop. Donc, il faut agir dès les petits. Et puis, il faut comprendre. Il faut comprendre que le porno, quand on parle de la génération des jeunes, il faut comprendre que le porno, c'est pas de la sexualité, mais de la violence. Il faut savoir que c'est de la violence et c'est pas ça le couple, quoi. Il faut effectivement. C'est une vision totalement erronée. Ça va briser ça va briser les schémas. Et puis présenter des modèles de tout genre, les femmes, les hommes, faire attirer des hommes. Il n'y a pas d'opposition. Attirer des hommes, nous, on serait très contents que des hommes postulent pour des postes dans le service petite enfance ou dans le service des personnes âgées, d'aide à la personne, parce que c'est vraiment important d'avoir les deux modèles et que aussi il y ait des femmes qui postulent pour l'informatique, par exemple. Parce que demain, on parlait des jeunes, avec l'intelligence artificielle, ils connaissent ça bien mieux que moi, et l'intelligence artificielle, c'est une collecte de données, ça part des données. S'il n'y a que des données faites par des mecs et produites par des garçons, la vision du monde sera une vision de garçons. Tout à fait. Donc, et pour briser les schémas, il faut que les métiers soient ouverts à tous.
Du coup, ça va faire rebondir à ce qui a été dit à Femmes et Numérique. Quand on était ici, du coup, il y a quelques semaines, on a fait un live Femmes et Numérique et on a reçu des personnes qui nous ont parlé des biais de genre de l'IA et qui nous ont dit que les intelligences artificielles étaient développées à 88% par des hommes, ce qui fait qu'elles réagissent comme des hommes. Et voilà. Et comme elles prennent leur source de ce qu'on leur donne, si on leur donne que des choses stéréotypées, etc., et comme elles prennent leur source aussi de l'histoire, l'histoire qui n'a pas toujours été exempte de défauts, Et de tout ce qui a été écrit ils et produit, répètent. oui. Voilà, ils répètent des stéréotypes, ils répètent l'histoire, ils répètent tout ça, et du coup, effectivement, c'est des choses aussi qui sont à corriger et évidemment à prendre en compte. Voilà, et puis pour terminer sur cette question, si vous Oui. le permettez. Bien sûr, je vous le permets. Le soutien mutuel et la solidarité entre les jeunes, quel que soit leur genre, est primordial. La solidarité entre jeunes, et c'est ça qui, effectivement, les fera avancer et que chacun trouve sa place. Waouh, que de belles paroles. Ça fait des belles phrases. Moi, ça me donne toujours un peu des petits frissons quand c'est bien dit. Enfin, voilà. Non, mais c'est des sujets lourds. Oui, alors mais bien sûr. Il faut aussi être positif parce qu'on Oui. peut gagner. Voilà, on peut gagner. tout à fait. Et il faut qu'on gagne. On a tous à y gagner, tous et toutes. Bien sûr. Et je pense que le chat est de toute façon très d'accord avec ça, donc il n'y a pas de souci. Du coup, avant de terminer ce deuxième bloc du coup sur le vivre ensemble et les violences, est-ce qu'il y a un message ou quelque chose qui n'a pas été dit là dans cet échange, quelque chose que vous voudriez faire passer du coup aux personnes qui nous regardent au 16-25, s'il y a un message, quelque chose voilà, qu'on n'a pas dit, qu'il faudrait dire, voilà, c'est maintenant du coup s'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Nous sommes toutes et tous concernés. C'est pas l'affaire des autres, hein. C'est pas l'affaire que des institutions, c'est pas l'affaire que de l'école. C'est nous, des citoyens, des citoyennes, et à nous d'avancer pour que la société elle change aussi, en complémentarité avec ce qui est fait par ailleurs. Voilà, c'était le message j'allais dire de Anne, mais non, c'est Anna Varie-Chapalin, voilà, du coup, adjointe au maire égalité femmes-hommes. Voilà, cette fois-ci, je me suis corrigé. En espérant, du coup, que le chat a été conquis. Philippe, est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à ce deuxième bloc, du coup, sur le vivre ensemble et les violences? Non, si ce n'est que c'est ce qu'a dit un peu Anna Varie, c'est-à-dire c'est dès le plus jeune âge en fait qu'il faut agir. C'est pour ça qu'on a mis en place, là ce matin on parlait des compétences psychosociales, et c'est vrai que c'est dès le plus jeune âge, dès la cour de maternelle, qu'il faut que les enfants se respectent les uns les autres, quelle que soit la différence, et voilà, et en agissant peut-être dès le plus jeune âge sur ces compétences psychosociales, peut-être qu'on récoltera les fruits d'une génération dans 10-15 ans, quand ceux-là auront 15-16 ans, d'avoir enfin compris que c'est tous ensemble qu'on vit, tous ensemble, que l'humanité c'est, je crois, 50% de femmes, 50% d'hommes, et avec tout, et même, je dirais même des zones non claires. Je crois même que c'est 52. 52-48, il me semble. Voilà. Bon. Mais au-delà de ça, sur je veux dire, voilà, sur toutes les formes de différence, l'homosexualité, le respect de la couleur de peau, évidemment, enfin, le genre, tout le monde, genre, tout le monde. là, voilà, Tout le c'est monde. ça. J'ai oublié quelque chose. Bien sûr. Il y a peut-être que les gens ne savent pas, on a un comité égalité et diversité qui fonctionne. Ça fonctionne comme une commission extra-municipale. C'est très souple. Et cette commission, ce comité, est en train de préparer actuellement un guide local pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais adapté à Quimper et aux villes qui composent QBO, avec les numéros de téléphone des assos, etc., tout ce qu'il faudra savoir. D'accord, ok. Et donc, il va sortir en début d'année. Et je voulais simplement dire, si certains de vos spectateurs sont intéressés, des assos de jeunes ou autres, c'est très souple et la porte du comité égalité est ouverte. D'accord, ok, très bien. Si la régie est efficace, peut-être qu'on vous mettra toutes les informations, en tout cas dans le chat. Voilà, oui, il suffit de prendre contact avec moi par mail et on donnera les renseignements. Très bien. Et nous, on vous remercie pour votre présence, pour le vivre ensemble et les violences. Merci. Et puis, on va pouvoir nous attaquer du coup la troisième partie de live du coup sur la santé mentale et les compétences psychosociales. Donc, écoutez, on vous libère. Merci pour toutes ces précieuses réponses, pour votre temps. Et puis, on enchaîne du coup avec la suite. Jingle.
Nous voilà de retour. Voilà, Philippe Brodeur est toujours avec moi. Donc j'ai dit qu'on balançait du coup le bloc 3, donc santé mentale et compétences psychosociales. Donc nous, ils ne seront pas en présentiel avec nous là maintenant. On a eu l'honneur de les recevoir ce matin et on les a interviewés. Donc du coup, on va regarder cette interview. Le chat verra aussi cette interview et puis ensuite, une fois que ce sera terminé, on aura peut-être deux, trois petites choses à dire avant d'enchaîner du coup avec la suite. Est-ce que tout est clair pour toi, Très clair, Philippe? c'est parfait. Très clair. Eh ben, écoutez, si tout le monde est prêt, pareil pour le chat, je vous balance l'interview du coup du docteur Lacambre, qui est la première personne que nous avons interviewée. C'est parti. Je vous redis bonjour à tous. Merci encore une fois d'être présents sur ce live. On est du coup dans la troisième partie de ce live, avec donc du coup la santé mentale et les compétences psychosociales. Euh, ou alors peut-être que vous la verrez juste après, Cécile Martel. Et maintenant, je suis avec donc docteur Mathieu Lacambre, voilà, qui est donc psychiatre hospitalier. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bienvenue. Est-ce que, avant qu'on commence un petit peu ces petites questions, est-ce que dans un premier temps, c'est quelque chose qui vous parle, Twitch, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est un petit peu étranger comme univers? Alors, ça me parle, comme un support, efficient de communication, en particulier pour Mhm. un public jeune. Donc, c'est, un moyen de s'adresser aussi, à des plus jeunes et on est obligé quand on est, des vieux professionnels de s'adapter aussi aux nouvelles, sources de support, technologies pour pouvoir atteindre notre cible en termes de prévention. Très bien. Eh ben, bienvenue. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue sur ce live Twitch. Donc, moi, je vais commencer avec une petite question brise-glace. Donc, du coup, la question est la suivante. C'est si le stress ou l'anxiété étaient des monstres dans un jeu vidéo, quels seraient leurs pouvoirs spéciaux pour nous ralentir en tant que joueurs? Et quelle serait votre arme secrète pour les combattre? Alors, ça serait une espèce de poids, un laitage qui nous inhibe et qui nous empêche, d'avancer et donc Mhm. du coup, l'objectif, c'est de se soulager de ça. En redonnant la valeur, en fait, réelle, si je puis dire, à ce qui empêche ou ce qui angoisse. Donc du coup, le frein, c'est, combien et comment ça pèse, en fait, sur l'action, l'anticipation, la planification et la solution, c'est de le recontextualiser pour lui redonner une valeur à peu près juste, qui soulage du poids. Ok, très bien. C'était juste pour, voilà, l'objectif c'était d'introduire la santé mentale, voilà, de manière un petit peu plus engageante, évidemment, pour les jeunes qui nous regardent à destination du coup des 16-25. Donc deuxième petite question, on l'a intitulé lien santé mentale et sécurité, du coup, pour faire un petit peu le lien. Alors pourquoi dit-on souvent que quand on prend soin de sa santé mentale, on contribue aussi à rendre la société plus sereine et plus sûre pour tout le monde? Et est-ce qu'il y a des comportements clés à surveiller? Alors d'abord, le lien entre, santé mentale et violence ou insécurité, il se joue, allez, à 3 niveaux. En population générale, quand on va mal, en règle générale, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions et quand on va très mal soi-même, ça conduit à dépression, suicide et cetera. Ce qui impacte aussi, l'environnement du suicidant ou du suicidaire et ce qui est une charge, en fait, en termes de charge mentale, mais aussi, sociale, économique, affective, émotionnelle. Ensuite, l'autre manière d'aller mal, c'est de se sentir persécuté et quand on se sent persécuté, c'est-à-dire Mmh. menacé, on a tendance à réagir pour se protéger et la violence devient un moyen de sortir d'une impasse ou d'une menace et donc du coup, ça suscite, ça favorise des passages à l'acte violents, hétéro-agressifs. Donc quand on s'estime lésé ou injustement traité, le risque, hein, c'est de passer à l'acte et ensuite d'exercer des violences. Donc, c'est 2 manières, et la troisième manière de l'aborder, c'est l'ensemble effectivement des troubles psychiatriques en population générale. Ça pèse lourd et les personnes qui vont très, très mal alors qu'elles souffrent, d'un trouble psychiatrique, elles sont plus à risque, d'abord d'être victimes d'elles-mêmes ou de passer à l'acte dans des situations qui sont, on va dire «folles» entre guillemets, c'est-à-dire extraordinaires, mais qui correspondent à leurs symptômes. Donc si on fait en sorte que les gens aillent bien, population générale et personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, on réduit le risque des passages à l'acte, on réduit le risque de violence. Après, le sentiment d'insécurité, ça se joue un peu autrement et différemment. D'accord, OK. Donc en fait, finalement, trouver une solution plus à la source pour éviter après toutes les conséquences que ça peut générer derrière. Et l'ambition systématiquement d'agir à la source, plutôt D'accord. que de mettre des pansements ou de la pommade quand, il y a une hémorragie, il vaut mieux arrêter l'hémorragie. Très bien.
Très belle image, en tout cas, je suis relativement, même complètement d'accord et je pense que les jeunes qui nous regardent aussi. Donc dernière question, pour une vision un petit peu plus positive, imaginons une ville parfaite où tout est pensé pour que tout le monde se sente bien, mentalement et physiquement. Quelles seraient vos 3 priorités pour que finalement cette ville parfaite prenne vie et qu'elle soit réelle? Je suis pas architecte, ni urbaniste, ni sociologue, donc je j'ai pas de préconisation sur la ville parfaite. Par contre, il y a des enjeux systématiquement sur la notion de vivre ensemble. Et si vous parlez de ville, c'est aussi une manière de vivre ensemble, un aménagement du territoire pour que les personnes puissent, fonctionner. Donc du coup, plutôt des alertes, que des préconisations. Le premier danger, c'est de penser qu'on peut fonctionner seul sans les autres. Donc sur un individualisme forcené, ça fonctionne pas, hein. Les êtres humains sont des êtres sociaux. D'abord, ils ont besoin des autres, pour pouvoir s'épanouir, vivre en harmonie avec eux et avec les autres. Et puis ensuite, ensemble, on va plus loin, on porte des projets plus importants. La preuve aujourd'hui, c'est que du coup, on ne peut pas vivre seul, isolé, perclus, compris dans l'illusion d'être en relation avec des écrans. Ensuite, 2e, peut-être alerte, hein, c'est celle que vous avez évoquée, sur la santé au sens du bien-être mental, Mmh. émotionnel et affectif. Et donc du coup, pour que ça fonctionne ensemble, il faut que les gens aillent pas trop mal. Et donc c'est vraiment donner les moyens en termes de promotion, d'éducation à la santé, mais aussi en termes de prévention. Et 3e niveau, c'est ce qu'on évoquait sur, agir à la source, c'est de Voilà. prévention. Et donc du coup, il faut agir en prévention de manière efficace parce que là où la guérison est incertaine, la prévention est plus sûre, tant du côté des victimes qui vont être, produites, fabriquées après les violences, que du côté des agresseurs qui vont agir de la même manière en continuant leurs agressions, y compris quand on les enferme, hein. On a l'illusion de penser que la prison, ça règle le problème. La prison, ça concentre les problèmes, avec des gens qui vont sortir le plus souvent encore moins bien qu'à l'entrée. Donc pas de préconisation, mais des alertes pour éviter des illusions et des désillusions. OK, très bien et effectivement, je rebondis juste sur, le les que les humains sont des êtres sociaux. C'est vrai que, je sais plus, c'était une expression qui disait, «Ensemble, ensemble on va plus vite», enfin, «Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin». Il me semble que c'était ça le l'intitulé et c'est vrai que ça c'est une citation qui me parle beaucoup donc voilà, je rebondissais là-dessus, merci pour ça. Très bien, bah, écoutez, on arrive au bout des questions. Alors avant évidemment de terminer cette partie de live, du coup, sur la santé mentale et les compétences psychosociales, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, quelque chose qu'on n'a pas dit qui serait important, à dire aux jeunes qui nous regardent actuellement? Voilà, s'il y a un message à faire passer et cetera, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez, faire passer aux jeunes qui nous regardent? Il y a pas de déterminisme sur la question de la violence. On n'est pas victime, on le devient, on n'est pas agresseur, on le devient. Et donc du coup, les trajectoires, elles peuvent, évoluer, changer. Il n'y a pas de déterminisme. En sachant que dans notre appréhension aujourd'hui clinique, en tant que psychiatre hospitalier, je considère la victime qu'il faut protéger, soigner, traiter en urgence, mais aussi l'agresseur qu'il faut soigner, traiter aussi. Et de la même manière, pas avec les mêmes outils, mais aussi le système qui a permis la réalisation des violences. Une famille dysfonctionnelle, un club de sport qui est complètement, qui fait n'importe quoi. Donc, à chaque fois, on a 3 acteurs, 3 cibles, la victime, l'agresseur et le système. Et c'est comme ça qu'on évite des catastrophes. Très bien, OK. Donc on prend tout le monde et on ne laisse personne, et rien de côté. Très bien et ben, nous, on vous remercie. On vous remercie pour votre temps et pour, d'avoir fait cette intervention avec nous. Donc c'était du coup docteur Lacambre, voilà, docteur Mathieu Lacambre, donc psychiatre hospitalier. Merci pour votre temps, on vous embête pas plus longtemps et puis, bah, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Donc voilà, je vais couper la télé. Hop, parfait. Voilà, on est de retour du coup sur ce plateau, toujours en direct du Chapeau Rouge à Quimper. Du coup, on a eu voilà, ce matin docteur Mathieu Lacan, donc psychiatre hospitalier, qui nous a parlé un petit peu de la santé mentale et des compétences psychosociales. Premier avis de toi, du coup, Philippe, sur cette interview qui a été réalisée sur Teams, du coup, parce qu'il n'était pas Non, disponible. on a bien vu qu'il n'était pas à Quimper, hein, le ciel était bleu là-bas, il était à Montpellier. Mais il fait très beau à Quimper. Ouais. Il fait beau. Lui, il avait le ciel bleu en tout cas. Donc le docteur Lacambre, c'est un, vous l'avez dit, tu l'as dit, un pédopsychiatre en psychiatrie légale. Donc ce qui est intéressant dans son propos, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire il l'a dit, hein,
il faut prévenir, c'est mieux que de réprimer. Et donc, c'est les compétences psychosociales, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dès le plus jeune âge en fait qu'il faut agir. Et c'est ce qu'il a mis en avant. Et c'est pour ça qu'on va mettre à Quimper un programme. Et il nous a expliqué ça ce matin. Il a une boîte à outils qui aide justement à lever les compétences psychosociales chez les plus jeunes. Et donc, on va voir, nous, mairie de Quimper, comment est-ce qu'on peut s'approprier cet outil. Il appelait ça la boîte. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Et c'était vraiment très intéressant. Et vraiment, je remercie le docteur Lacampe parce que là, on l'a eu, vous l'avez eu quelques instants. Mais ce matin, il a eu une intervention vraiment passionnante en plénière. Là. Et on a vraiment quelqu'un de remarquable. Appris beaucoup. Appris beaucoup, et puis on voit que c'est une personne qui est compétente, qui est passionnée, qui sait de quoi il parle. Et vraiment, oui, je suis content d'avoir eu cet intervenant. Ok, parfait. Du coup, on va vous donner la deuxième personne qu'on a pu aussi accueillir ce matin, donc pour parler aussi de cette thématique-là, donc santé mentale et compétences psychosociales, avec Cécile Martel, du coup, inspectrice de l'éducation nationale. Donc écoutez, sans plus attendre, on vous lance cette petite interview donc, de Cécile Martel. Nous sommes dans le bloc 3. Dans la partie 3 de ce live. La thématique, c'est la santé mentale et les compétences psychosociales. J'accueille pour cette suite de live et sur ce plateau Twitch Cécile Martel, bienvenue, qui est donc inspectrice de l'éducation nationale et chargée de l'information et de l'orientation. Donc bienvenue à vous, bienvenue sur ce plateau Twitch. Avant de commencer les petites questions, est-ce que Twitch, c'est un univers qui vous parle ou est-ce que ça vous est complètement inconnu Peut-être entendu parler de nom. Alors oui, bonjour. Oui, effectivement, j'en ai entendu parler, mais c'est effectivement la première fois que je me prête à ce type d'exercice et je n'ai pas regardé non plus d'émissions sur Twitch. Voilà, donc néophyte dans tous les points. Eh ben, on vous souhaite la bienvenue. Merci à vous. Bienvenue sur ce plateau. Très bien, donc moi je suis là pour évidemment vous poser des petites questions, le chat également, évidemment avec la thématique d'aujourd'hui, donc pour ces assises locales de la sécurité. Donc j'ai ma première question. On l'a intitulée la super compétence cachée. Ça a un peu barbare dit comme ça, mais il n'y a pas de piège. Alors, si les compétences psychosociales étaient des super pouvoirs, lesquels seraient indispensables pour réussir dans la vie, que ce soit à l'école, au travail ou dans les relations, ou dans ses relations? Alors, des super pouvoirs. Alors, c'est intéressant parce que les compétences psychosociales, bon, il y en a 3. Il y a les compétences émotionnelles, les compétences sociales et les compétences cognitives. Alors, une fois qu'on a dit ça, le super pouvoir. La compétence émotionnelle, c'est peut-être le super pouvoir de comprendre ses propres émotions et voilà. La compétence sociale, c'est peut-être le super pouvoir de comprendre les émotions des autres et puis de s'en saisir pour interagir. Et le troisième super pouvoir, c'est en toute situation d'être capable face à des problèmes de dépasser les réalités et de trouver des issues positives. Alors, ouais, ça c'est dans l'idéal évidemment, mais on est d'accord que c'est quand même une difficulté assez, on va dire assez grande dans l'échelle de l'évolution quand même pour les personnes. Oui, tout à fait. Et comme vous l'avez compris, moi je travaille à l'éducation nationale et actuellement, depuis 50 ans, on parle de compétences psychosociales, mais actuellement, il y a un gros focus parce qu'il y a ce qu'on appelle, depuis la période de pandémie, une recrudescence de mal-être chez les jeunes et les moins jeunes aussi. Mais bon, là, on va parler des jeunes. Notamment énormément de jeunes qui ont des périodes dépressives, de repli sur soi et qui peuvent arriver aussi à des passages à l'acte de type suicidaire. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui est vraiment d'actualité et dont on se saisit. Et vraiment, c'est un sujet brûlant. Voilà. Bon, après, je peux développer. Heureusement, les politiques publiques nous accompagnent. Et donc, il y a un plan qui est en train de se mettre en place. Mais je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Très bien. Donc du coup, merci évidemment pour ces réponses. C'est juste pour comprendre l'importance des compétences psychosociales. Donc la deuxième question, on l'a intitulée les émotions en action. Alors, on imagine que vous avez une télécommande pour contrôler les émotions. Quel bouton sur cette télécommande serait le plus important? Est-ce que ce serait le bouton pause, avance rapide, revenir en arrière, ou le bouton couper le son, vous savez, sur la télécommande? Et du coup, pourquoi?
Alors, je vais en choisir une autre, hein. Peut-être Zoom, si on est sur une télécommande d'un super écran. Et, Ok. et peut-être effectivement le Zoom sur ce qu'on appelle l'empathie, qui fait partie des compétences que l'on peut déployer au niveau émotionnel. Voilà, nécessité peut-être d'axer notre attention sur la compréhension de ce qui se passe chez l'autre pour pouvoir interagir. Donc voilà, fonction Zoom. Donc pouvoir zoomer pour mieux interpréter peut-être tout ce qui se passe et dans son comportement. Très bien. Donc la troisième, nous on l'a intitulée équipe de rêve. Si vous pouviez construire une équipe de rêve basée sur les compétences psychosociales, qui metteriez-vous en avant? Est-ce que ce serait le roi de l'empathie, le pro de la communication, voilà, qui serait mis en avant finalement? C'est une question complexe. Alors, Il y a pas de piège, hein. non, c'est pas ça, c'est que je réfléchis en même temps D'accord, que ok, je pas de parle. souci, hein, pas de souci. Complexe parce qu'effectivement, il y a un va-et-vient, il faut effectivement mettre dans l'équipe quelqu'un qui est capable de s'auto-analyser et de connaître ses sentiments. Donc il faut un super héros voilà, qui soit capable d'avoir des compétences émotionnelles au top. Mais on vit en société, donc bien évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aussi qu'il y ait un super héros qui soit capable, dans cette équipe-là, de travailler avec l'autre et de construire plein de solutions extraordinaires. Donc voilà, moi mes deux priorités, ça serait dans cette équipe quelqu'un qui a le don d'empathie et puis quelqu'un qui a le don de conciliation et de construction. J'essayais de trouver des noms pour les super-héros. J'allais dire super empator. Non, c'est. J'arrêterai Ouais. à l'avenir d'essayer de trouver des noms parce que c'est pas très Ouais, concluant. ouais. Très bien. Merci pour ces réponses. Je pense que ça doit parler un petit peu aussi, évidemment, aux personnes qui nous regardent. Donc, j'ai encore 3 petites questions. Celle-ci, on l'a intitulée compétences au quotidien. Quelles compétences, psychosociales évidemment, sont les plus utiles pour naviguer dans la jungle qu'est une soirée étudiante ou une journée de boulot bien chargée? Écoutez, soirée étudiante, ça fait longtemps que je n'en fais plus, mais je peux imaginer peut-être les compétences sociales, hein, parce que lorsqu'on est dans une soirée, on rencontre de nombreuses personnes, on doit faire avec l'état émotionnel de l'autre personne, donc oui, compétences sociales. Et au niveau professionnel, je mettrais... la compétence sociale, c'est hyper important, mais peut-être la compétence d'empathie, parce que quand on travaille sur le long terme ensemble, il y a des moments où les collaborateurs peuvent avoir des coups de mou, peuvent être un peu décrochés. Voilà, l'empathie, pour moi, c'est important d'être capable de se dire, tiens, tel collègue, actuellement, il n'est pas trop disponible, et c'est pas grave, je vais le prendre en compte, et puis on va avancer ensemble. Très bien. Ok. Non, parce que en même temps, moi, ça fait écho sur pas mal de choses, donc c'est pour ça que je suis à l'écoute. Et j'espère aussi que le chat, vous aussi, vous l'êtes, parce que c'est hyper intéressant tout ce qui est dit actuellement. Très bien. Alors, la 5e question, on l'a intitulée zone de confort. Alors, on dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort pour grandir. Quel serait ton conseil, donc votre conseil, pour oser sans avoir l'impression de sauter dans le vide? Quel serait votre conseil pour oser sans avoir l'impression de sauter dans le vide? Pratiquer la méthode Coué, se dire que tout est faisable et qu'on est capable de. Voilà. Donc voilà, se travailler à l'estime de soi, c'est-à-dire à l'auto-persuasion qu'on a de super pouvoirs et qu'ils sont là et qu'il ne faut pas craindre de les perdre et qu'on les a. Et comment est-ce qu'on les réveille finalement? Écoutez, peut-être en se mettant en situation, mais justement dans un environnement sécurisant. Donc on ne peut pas les réveiller tout seul, il faut que les autres autour soient là pour nous porter et puis pour nous faire un feedback sur ouais, c'est super ce que tu as fait. C'est super, tu as des compétences extraordinaires. Oui, puis comme moi je le dis souvent, on est des êtres sociaux. Donc on est fait pour que les autres réveillent des choses en nous et inversement. Donc très bien, ok. Et donc, dernière question. Challenge social. Si vous deviez proposer un défi aux jeunes pour renforcer leurs compétences psychosociales cette semaine, ce serait quoi? Est-ce
que ce serait une mission empathie, un entraînement à dire non ou quelque chose d'autre? Alors, cette semaine, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut peut-être voir plus loin, c'est-à-dire travailler au long terme. Là, il y a un plan interministériel qui prévoit qu'en 2037, il y aura une génération justement formée et habile dans les compétences psychosociales. Et je crois qu'il faut être là-dedans, c'est-à-dire toujours avoir cette idée, voilà, moi j'en suis là, cette semaine peut-être j'en suis là, j'ai tel état émotionnel, ok, je l'analyse, je le ressens. L'autre en face arrive, il me fait réagir, mais peut-être parce que je suis aussi dans cet état émotionnel. Et puis, ok, lui, il en est là, moi, j'en suis là. Et comment est-ce qu'on va essayer de construire ensemble? Donc, déjà, commencer par s'auto-analyser cette semaine, c'est pas mal. Être à l'écoute de ses émotions pour après aller prendre en compte les émotions des autres. Et puis, voilà. Mais il y a du boulot, hein, et au quotidien même. Donc, Oui, voilà, c'est sûr que on a le temps. tout ne se fera pas en 2 heures. Ça, c'est sûr. Très bien, je vous remercie pour vos réponses. Est-ce que, avant de se dire au revoir et de vous remercier pour votre temps, est-ce que, puisque là on parle au 16-25, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, est-ce que vous auriez un message ou quelque chose qu'on n'a pas dit là pendant ce petit échange, un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent, quelque chose qui est vraiment important qu'il faudrait faire passer? Ouais, peut-être en conclusion, ce qui serait important, c'est d'avoir une écoute active des gens autour de vous et des gens autour de vous. Voilà, l'écoute active. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire d'autres choses. La personne vous parle, vraiment, vous êtes là avec elle et vous essayez de vous mettre dans sa bulle à elle et de la comprendre. Donc, ouais, l'écoute active, déjà, c'est un super truc. Très bien. On vous remercie pour votre présence, pour vos questions, pour toutes ces belles réponses. Et puis, on ne vous embête pas plus longtemps. Merci. Et puis, bonne continuation à vous. Ce fut un plaisir. Merci. Partagez. Au revoir. Au revoir. Et nous voici du coup de retour. Et on est encore une fois toujours en direct du Centre des Congrès du Chapeau Rouge à Quimper pour ce petit live en complément des assises locales de la sécurité. Et je suis toujours avec Philippe Brouder à ma droite, qui vient du coup de voir cette petite interview avec moi. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cette intervention de Cécile Martel? Disons qu'elle s'inscrit dans la ligne de ce qu'on discute. J'ai l'habitude de travailler avec Cécile Martel. Ok. Donc voilà, non, rien de particulier. Rien de particulier, c'était ce qu'elle a dit. C'était très bien. Ok, très bien. Mais je pense que moi, de toute façon, j'étais globalement satisfait aussi de toutes les personnes qu'on a pu recevoir ce matin et de toutes les thématiques qui ont pu être abordées. Donc tout était très riche. Donc voilà, très content. On va pouvoir passer du coup au 4e bloc, 4e activité du coup de ce live de cet après-midi et le dernier, qui est la sécurité la nuit et les addictions. Voilà, donc c'est le 4e thématique qu'on a sélectionné nous pour ce live, avec du coup comme intervenant Nicolas Well, qu'on a reçu aussi ce matin en interview. Et dans un second temps, Dr Pris, du coup de 1000DK, pareil, qui sera aussi diffusé en interview. Donc écoutez, si tu es prêt et si tout le monde est prêt, le chat, on va pouvoir vous lancer ce bloc-là, du coup la sécurité la nuit, avec du coup la première interview de Nicolas Well, de l'Observatoire de la nuit. On vous en dit pas plus et on vous lance ça. C'est parti, jingle. Recoucou, voilà, c'est ridicule comme retour, mais je pense que ça fera rire peut-être le chat. On est toujours en direct du Chapeau Rouge ici à Quimper, et on est cette fois-ci donc à la 4e bloc, 4e partie de ce live, donc sur la sécurité la nuit et les addictions. Et je reçois pour ça j'allais dire docteur Pris, pas du tout, Nicolas Well. Je suis docteur quand même. docteur en urbanisme, ok. Parce que moi j'avais Nicolas Well, mais voilà, si l'intitulé peut être plus précis, évidemment, c'est quand même forcément beaucoup mieux. Du coup, de l'Observatoire de la nuit, axé sur la sécurité nocturne, la gestion de la nuit en ville et son lien avec la sécurité. Voilà, évidemment, qui va faire partie des assises quand même aujourd'hui. La sécurité la nuit, c'est quand même quelque chose de relativement important pour beaucoup. Peut-être que les femmes peut-être se sentiront un petit peu plus visées, probablement. Mais voilà. Très bien. Bienvenue à vous sur ce plateau Twitch. Merci beaucoup. Est-ce que, dans un premier temps, avant qu'on commence, est-ce que vous connaissez cet univers Twitch? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que c'est votre première fois sur Twitch? C'est ma première fois sur Twitch, dans D'accord, tous les ok. sens du terme. Ok, donc du coup c'est totalement inconnu. Très bien. En fait, alors pour expliquer très simplement, donc c'est du direct sur notre chaîne.
Et il y a un petit chat avec des gens qui regardent et qui peuvent nous poser des questions en direct, interagir avec nous pendant le live. Et c'est cette plus-value-là qu'on va chercher avec Twitch, c'est cette proximité avec les gens qui regardent. Voilà, donc bienvenue. Bienvenue sur ce live. Donc voilà, on a 3 petites questions. Donc pour vous, avec une première question du coup un petit peu brise-glace. Donc si la nuit en ville était un personnage de film, quel genre de rôle jouerait-elle? Est-ce que ce serait le mystérieux détective, le héros un peu solitaire, ou alors plus un espèce de méchant qui rôderait dans l'ombre? Lequel ça serait? Aucun des trois, je pense. Ça peut être un autre. Ouais. La manière dont on comprend aujourd'hui la ville et la nuit en ville, pardon, ce serait plutôt un personnage qui viendrait d'une autre planète, qui n'aurait peut-être pas le même langage, qui n'aurait peut-être pas les mêmes formes, en fait, dont on aurait perdu les codes et avec un personnage avec lequel on n'arriverait pas à communiquer. J'ai un exemple de film en tête qui s'appelle The Arrival, le premier contact en français. Et c'est vraiment des vaisseaux spatiaux qui arrivent avec toutes les bonnes intentions du monde, mais vu que les êtres humains se sentent un petit peu agressés, envahis, ils réfléchissent à soit prendre contact, soit tenter de détruire les vaisseaux. Et donc tout le film est autour de trouver des éléments de langage commun pour réussir à comprendre pourquoi ces vaisseaux sont arrivés, etc. Bref, dans ces vaisseaux, il y a forcément des espèces inconnues. Ouais. Et j'ai envie de dire, pour moi, là, pour répondre à ta question, que le personnage que la nuit peut incarner aujourd'hui dans un film, c'est ça. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on connaît très très peu et qui peut faire peur, effectivement. D'accord. Okay. Jusqu'à ce qu'on ait réussi à établir des codes de communication. D'accord. Donc en fait, le problème, ce serait plutôt de réussir à comprendre ce phénomène-là. En fait. Exactement. D'accord. Ok. Donc deuxième question, une question plus sur la sécurité. Parfois, la ville la nuit peut sembler un peu intimidante. Selon vous, quelles petites choses pourraient rendre les rues plus sûres pour tous, sans que ça devienne une forteresse avec des caméras placées partout, quoi. Ok, je vais répondre très simplement. C'est pas la technologie qui va rendre les rues plus sûres, c'est la manière dont on s'y comporte en ville la nuit. Donc ce qui pourrait rendre nos villes plus sûres la nuit, c'est de ne pas avoir peur de croiser les regards, de ne pas avoir peur presque même de se dire bonjour même si on ne se connaît pas, et de se dire que pourquoi est-ce qu'en plein jour, quand je marche dans la rue, je me sens sécure et en pleine nuit, je me sens moins sécure? En fait, qu'est-ce qui a changé psychologiquement pour qu'il y ait un biais qui se fasse comme ça? Et on a toujours attribué à l'éclairage des vertus sécuritaires. Alors oui, l'éclairage la nuit permet de voir où tu mets les pieds, voir où tu vas traverser la route, éventuellement si tu vas chuter, mais c'est tout. De tout temps, ça fait 6 ou 7 siècles que l'éclairage existe en ville maintenant. Ça n'a pas empêché les criminels, les voleurs, etc. de continuer d'exercer. Sinon, on le saurait si l'éclairage avait mis un terme à la criminalité. Donc, moi, je ne crois plus en tout cas à la réponse technologique. C'est pas un luminaire qui va clignoter en rouge au-dessus de moi si je me sens en insécurité qui va me sauver la vie, clairement pas. Ouais. Par contre, de savoir qu'il y a peut-être plus de bienveillance sur l'espace public la nuit, et que finalement le mec qui arrive en face, qui fait peut-être 2 fois ma taille, qui a des épaules 2 fois plus larges que les miennes, il n'est pas là pour me piquer ma montre, mais qu'il est juste là parce que lui aussi il rentre chez lui et que ça se trouve il est un peu flippé aussi. Ok. Mais est-ce que dans les pensées des gens, on associe finalement la nuit, le côté nocturne, à entre guillemets la criminalité? J'aurais du mal à te donner une réponse objective parce que je ne suis pas dans les pensées des gens. Voilà, forcément. Mais on a effectivement une culture collective qui assimile depuis presque 2 millénaires maintenant la nuit avec des questions d'insécurité. Et si on remonte encore plus loin dans l'histoire, on a dans notre ADN une peur presque animale de la nuit qui remonte à une époque où on était une proie pour des animaux qui, eux... chassaient la nuit. Voilà. D'accord. Mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, le seul animal, c'est l'homme. Et ce qui nous fait peur, c'est, je pense, les comportements que les autres hommes et femmes pourraient avoir envers nous la nuit. Et ce qui me pose question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur de ça en plein jour, en fait? Pourquoi est-ce qu'en plein jour, on n'a pas peur du mec qui pourrait nous agresser? Pourquoi on n'en a peur que la nuit? C'est vrai. C'est une bonne remarque. Très bien, ok. Donc du coup, troisième et dernière petite question, pour avoir une vision de la ville un peu idéale. Si vous pouviez ajouter une fonctionnalité un peu magique à la ville la nuit, pour la rendre plus sûre, ce serait quoi?
Est-ce que ce serait comme on le disait, les lampadaires là, qui changent de couleur quand on passe en dessous, des alertes ou une appli ou quelque chose de peut-être un peu plus... Alors, je vais donner un exemple. Moi, je viens de Nantes, la ville de Nantes, et il y a un lieu spécifique à Nantes qui s'appelle le Hangar à Bananes. C'est un lieu de fête XXL, et il y a pas mal d'incivilités là-bas. Il y a des gens qui se font agresser et tout. Ok. Et souvent, les gens se font agresser parce qu'ils sortent du Hangar à Bananes à 4 ou 5 heures du mat. Ils sont pas tout à fait nets, et ils vont récupérer le tramway qui est allé 2 km plus loin à pied. Et en fait, sur cet itinéraire-là, c'est une zone assez stratégique pour ceux qui veulent les détrousser, tout simplement parce que c'est des jeunes qui sont, ils sont un peu bourrés, etc. Machin, mais souvent ils ont un peu d'argent, donc on va aller leur récupérer ce qu'ils sont plus capables de défendre. Voilà. Ok. Et donc, tu peux mettre autant d'éclairage que tu veux, autant de caméras que tu veux, tu n'auras jamais la capacité à intervenir ou à identifier une personne si jamais elle a décidé qu'elle ne voulait pas être chopée ou identifiée. Donc, ce que Nantes a fait, c'est qu'ils ont mis ce qu'ils appellent des stations nocturnes. Et en fait, c'est quoi ? Ils ont mis un food truck à mi-chemin entre le lieu de fête et le tramway. Et comme ça, les jeunes qui passaient voyaient qu'il y avait une figure humaine à un endroit. Un food truck avec un mec qui faisait des kebabs dedans, tout simplement. Et moi, si je devais imaginer des choses en ville la nuit qui soient plus rassurantes, encore une fois, c'est pas de la techno, c'est juste des petits îlots ou des petites zones dans lesquelles je sais que je vais me sentir en sécurité parce qu'il y a d'autres humains potentiellement bienveillants aussi. Et donc, à Nantes, il y a eu ça aussi, il y a eu ce qui s'appelle le copédibus, donc c'est comme du covoiturage, sauf que là, si tu rentres à pied la nuit avec des gens qui prennent le même itinéraire que toi. Et voilà, c'est redonner de la qualité au lien social la nuit. Voilà, c'est ça, ce que je peux te répondre. D'accord, ok. Donc en fait, c'est rassurer les personnes et leur mettre des petits, je vais appeler ça des checkpoints de sécurité finalement en passant par le food truck numéro 1. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on... Si moi je sortais de ce truc-là, je me dirais là-bas c'est une source de sécurité entre guillemets. Ok, d'accord, ok. En fait, mets-toi à la place de quelqu'un qui sort de boîte, il est 5 heures du mat, tu as bu quelques gin tonic, etc., voire plus. C'est pas une application qui va te rassurer. Enfin, je suis pas convaincu en tout cas, tu vois. Ok. Après, c'est vrai que j'avais pas fait ce lien-là entre guillemets. Enfin, moi on est plus vulnérable quand on sort et qu'on n'est pas dans notre état, on va dire normal. Et que c'était du coup, tu étais pas une cible, mais une proie plus facile pour les personnes qui auraient des vices, des gens un peu malveillants. Est-ce que c'est les gens, enfin du moins cette malveillance, c'est que envers les personnes qui seraient dans des états un peu différents ou... Non, évidemment que non, mais... Ça joue pas mal peut-être. Je suis incapable de te répondre objectivement à ça. En tout cas, sur ce lieu-là spécifique, c'est vrai que tu cours un peu moins vite, tu cours un peu moins droit, tu es un peu moins en capacité de te défendre, donc c'est plus facile. Mais il y a eu aussi beaucoup de phénomènes d'agression sur des gens tout à fait en totale possession de leurs moyens. Juste situation avantageuse pour la personne qui agresse. Elle se dit tiens, cette personne-là, elle a l'air d'avoir un manteau que j'aimerais bien avoir, et puis je vois bien qu'il n'y a personne autour, donc hop, j'y vais quoi. Et il faut se dire que l'éclairage, s'il permet de créer de la sécurité en ville et un sentiment de sécurité, tu sais, c'est ce qu'on dit voir et être vu. Moi des fois je me dis je préfère marcher dans une rue où il n'y a pas d'éclairage, comme ça les mecs me voient pas. Et s'ils ne me voient pas, et s'ils ne voient pas autour d'eux, ils ne peuvent pas savoir si je suis dangereux ou pas, si je suis vulnérable ou pas, ou s'il y a des gens qui peuvent me venir en aide ou pas. Donc, ça va dans les deux sens, je trouve. Et aujourd'hui, on a attribué peut-être un peu trop de vertu sécuritaire à l'éclairage, en tout cas plus que ce que l'éclairage n'est capable de faire réellement. Ok, ouais, c'est intéressant. Après, je prends mon exemple personnel en tant que jeune. Si je devais prendre cet exemple-là de la nuit, effectivement, on nous voit pas et on n'est pas vu, donc on peut pas vraiment identifier. Mais c'est effectivement à double tranchant, donc je pense qu'il y aura quand même ce côté de peur de je suis sombre, on sait pas trop, etc. Moi, ça me créerait quand même, je pense, plus d'insécurité en étant dans l'obscurité. Je me permets de te couper, je vais te raconter un truc. Dans les bouquins d'histoire liés à la fabrique de la ville la nuit et à l'éclairage, il y a un mec qui dit à un moment, je crois que c'est Koflowski, mais je suis plus sûr, il dit à partir du moment où on a mis de l'éclairage public dans les rues, les gens se sont mis à sortir. Ils se sont mis à sortir parce que ils vont au théâtre, ils vont au resto, ils vont au bar, etc. Sauf que les gens se sont mis à sortir sans être éduqués, entre guillemets, à la manière de se comporter en ville la nuit, là
où les cambrioleurs, depuis des générations, et les criminels, savent exactement comment se comporter en ville la nuit, comment circuler, comment être vu, comment pas être vu, etc. Donc l'analogie que je vais faire, c'est comme si demain je te dis tiens, bah viens, on va aller à la piscine, et tu vas me dire mais je sais pas nager. Je vais dire mais je m'en fous, vas-y, tiens. Puis je te jette dans le grand bain comme ça, et puis tu vas essayer de te patauger, donc tu vas réussir à garder la tête hors de l'eau forcément, mais tu n'auras absolument pas les codes nécessaires pour être à l'aise dans la piscine. Et aujourd'hui, ce qui nous manque depuis le départ, c'est d'apporter à nos concitoyennes et nos concitoyens les codes pour se mouvoir et se comporter correctement la nuit. Voilà. À la différence des criminels qui, eux, ont un comportement spécifique, hein, ça, on l'entend, mais par contre, ils le maîtrisent très très bien, ce comportement-là. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours difficiles à choper, etc. etc., etc. C'est hyper intéressant. Donc voilà, très bien, ok. Ça met un peu de lumière Ouais. sur des choses. Très bien. Bon, bah, avant de se dire au revoir et avant de finir cette petite interview, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, quelque chose qui pourrait être important pour les 16-25 qui nous regardent, pour les jeunes, Ouais, ouais. un message à faire passer, quelque chose voilà, qui pourrait être important d'évoquer avant de... Eh bien, carrément. Moi, ce que j'ai envie de dire à des 16-25, mais ça pourrait aller de 0 à 150 ans, voilà, c'est... Ok. On a aujourd'hui perdu les vertus positives de la nuit, dans le sens où la nuit on fait la fête, la nuit on dort, la nuit on bosse, enfin ça dépend du rythme de vie qu'on a. Et on a oublié que la nuit c'était un espace dans lequel on pouvait aussi vraiment reposer le corps et reposer l'esprit. Souvent la nuit c'est le moment où on va s'occuper parce qu'on n'est pas en train de bosser, on n'est pas en train d'être en train de bachoter nos cours et tout. Et ce que je pourrais dire à n'importe qui, c'est d'accorder plus de temps à la manière dont la nuit nous fait du bien. Voilà. Et dont la nuit pourrait nous faire du bien. À tous les endroits, psychologiquement, physiologiquement, socialement, etc. On a aujourd'hui calé la nuit comme un endroit dans lequel, voilà, c'est juste, on va dormir, on va faire la fête, etc. En fait, elle a beaucoup plus de vertus que ça. Et quelque part, si on a peur de la nuit, c'est qu'on a un petit peu peur d'une partie de nous-mêmes qu'on ne connaît plus. Et donc, pour terminer là-dessus, j'encourage n'importe qui, et notamment les 16-25 qui sont sur le canal, là, à aller à la rencontre de cette partie d'eux-mêmes parce qu'elle est juste magnifique. C'est un beau message. Voilà. Très bien. Et ben, je vous remercie pour votre intervention. Merci d'avoir répondu présent. Et puis, je ne vous embête pas plus longtemps. Bonne continuation et merci d'avoir été là. Nous voici toujours, on est toujours en direct. Tiens Philippe, je t'invite à reprendre ton micro. On est toujours du coup en direct. Voilà, donc on a eu du coup Nicolas Well, observateur de la nuit. Donc ouais, c'était hyper intéressant. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'il disait. Ce qui m'a le plus marqué, je pense, dans son intervention, c'était quand il parlait du food truck qui était placé. Il sortait de. Alors c'est pas parce que j'adore manger des kebabs, hein, rien à voir. Mais tu sors de ta boîte de nuit, sur le chemin de la maison, hop, tu passes par un petit food truck qui du coup va être illuminé, par un autre endroit qui est illuminé où il y aura du monde, etc. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, bah oui, si tu mets j'ai appelé ça des checkpoints, des points comme ça qui te permettent de te sentir un peu plus en sécurité, quoi. Donc voilà, je sais pas si. Non, mais c'est sûr, en fait, il faut poursuivre la réflexion sur l'animation de la nuit. D'accord, ok. C'est en lien. Et d'ailleurs, on nous dit dans le chat, êtes-vous d'accord avec le fait de dire plus il y a de monde dehors la nuit, plus elle est sûre. Voilà, bah, c'est par rapport à rebondir ce que disait. Je ne sais pas si elle est plus sûre, mais en tout cas, on a un meilleur sentiment de sécurité Voilà. à partir du moment où on n'est pas seul. Et toi, qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité la nuit Petite question comme ça. Alors, c'est la lumière, les gens, les deux. Bon, bah moi, je me sens pas rarement en insécurité déjà. D'accord, ok. Non, j'ai pas de non, rien. Ok. Non, non, comme ça me vient pas. Je circule à toutes les heures, de jour comme de nuit. Ok. Donc pas de. Non, mais ok. C'était juste une petite question comme ça qui me venait. Très bien. On va pouvoir passer rapidement du coup à la suite. Re-bienvenue tout le monde, re-bienvenue le chat. On se retrouve pour cette quatrième partie, donc la sécurité, la nuit et les addictions, avec comme invité du coup Dr Pris. Bienvenue à vous de Mildeka, le président de Mildeka, si je ne dis pas de bêtises. Alors l'intitulé précis de Mildeka, pour ceux qui ne savent pas comme moi, puisque moi non plus je ne savais pas avant de me renseigner, donc c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Est-ce que Parfait. l'intitulé Parfait. est bien fait? Très bien. Bienvenue à vous sur ce plateau Twitch. Avant de commencer déjà, on vous remercie pour votre présence. Est-ce que Twitch, c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que c'est un univers qui vous est totalement inconnu? Ça me parle, j'en suis pas un utilisateur. D'accord. Voilà, mais je sais qu'il faut vivre avec son temps et nous on essaie aussi de communiquer sur ce type de médias pour toucher un public qui est essentiel pour nous, c'est effectivement les jeunes. Très bien. Ben, parfait. Ben, bienvenue sur Twitch. On va commencer avec une petite question brise-glace. Si les drogues étaient comme des super pouvoirs, on va dire dans un jeu vidéo, quel pouvoir vous dangereux peut-être ou pas, vous leur donneriez? Et pourquoi, évidemment? Je dirais que les drogues, dans un premier temps, ça permet d'être quelqu'un d'autre que ce que l'on est réellement, c'est-à-dire que ça a tendance à donner des illusions de force, des illusions de puissance parfois, et c'est justement à l'origine de phénomènes de violence, des illusions de compétences, voilà, ça commence souvent comme ça, et l'illusion que c'est un bon outil de partage, enfin les jeunes commencent souvent en groupe à consommer. C'est un média en fait, c'est un médiateur entre les jeunes. On fait partie du groupe si on consomme un certain nombre de choses. Regardez comment on se met à la bière quand on a 15 ans, 16 ans. C'est parce que le groupe prend de la bière et que on est un peu exclu. Ouais, on se sent exclu rejeté. voilà. Or aujourd'hui, c'est un des enjeux, c'est donner une place à ceux qui boivent pas au sein d'un groupe. Ça, il faut être assez costaud pour pouvoir dire non, moi j'ai pas envie de ça, ça me fait éventuellement mal au crâne, etc. Ça me rappelle une expérience de moi quand j'étais au lycée notamment. Il y avait ces groupes de personnes qui du coup prenaient leur pause pour aller fumer une cigarette à la pause. Et il y a quelqu'un un jour qui est venu me voir et qui m'a dit tu verras, tout le monde fume, donc tu te mettras à fumer aussi. Donc c'est arrivé à un ami à moi qui fumait pas, et pareil, pour être dans la boucle, il s'est mis à fumer, mais moi du coup j'ai réussi à sortir de ce truc-là. Alors je ne saurais pas expliquer comment, mais je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent réussir à combattre ça. Oui, nous on sait un peu comment. On fait des recherches pour ça et justement on base un peu notre prévention là-dessus. C'est-à-dire que cette capacité à dire non au sein d'un groupe pour les premières consommations, ça dépend beaucoup de choses assez intimes. L'estime de soi, l'esprit critique, la capacité justement à pouvoir être bien avec soi-même, bien avec les autres, maîtriser ses émotions, ne pas avoir à faire comme quelqu'un pour arriver à s'accepter. Alors c'est des choses compliquées, mais on travaille ça à l'école, hors l'école. C'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales, pardon, c'est un terme un peu barbare, mais c'est ça qui va faire qu'on va résister à la première clope, au premier joint, à la première bière, ou la consommer vraiment quand on en a envie. Et ça, c'est toute la différence. C'est vrai. C'est sûr que suivre un groupe, c'est forcément, ça peut forcément être néfaste. Enfin, tout dépend de la consommation et de la maîtrise de soi, quoi. Très bien. Donc du coup, j'enchaîne avec ma deuxième question. Une question un petit peu plus stéréotype versus la réalité. On entend souvent que certaines drogues sont cool ou un peu à la mode, branchées, etc. Selon vous, comment expliquer à un ami que ce n'est pas vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, une illusion, etc., mais plutôt un bug dans le jeu de la vie? C'est un peu compliqué votre question, mais non, mais il n'y a pas de drogue cool, je crois. Il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure. Il y a des drogues. Les drogues, c'est caractérisé par la capacité d'un produit ou d'un comportement, parce que d'une certaine manière, on a des comportements aujourd'hui, jouer trop aux jeux de grattage, jouer trop aux paris sportifs, jouer trop aux jeux vidéo, ça aussi, ça entraîne des comportements qu'on ne maîtrise plus. En fait, c'est ça la drogue, c'est ça la dépendance. Parce que les produits sont addictifs, parce qu'on a soi-même insuffisamment les compétences dont on parlait tout à l'heure pour résister, parce qu'on vit dans des environnements qui nous sollicitent,
qui font que sans arrêt, on a une espèce de proposition qui nous est adressée. Et tout ça, au final, ça donne des consommations qui peuvent glisser vers une vraie addiction. Et l'addiction, c'est une maladie du cerveau récidivante et qui est caractérisée par le fait qu'on perd le contrôle de sa consommation. C'est pas tout à fait normal d'avoir besoin d'alcool tous les jours. Je suis désolé de le dire aussi simplement, mais on est dans une région où on boit un petit peu plus qu'ailleurs. On boit un peu trop partout en France. Mais en Bretagne, c'est un sujet particulier. Les gens ne se rendent pas compte de cette glissade rapidement progressive quand on est jeune adulte et où on se met à avoir besoin d'alcool pour passer une fin de journée, une soirée. Donc, l'alcool, d'une certaine manière, c'est une drogue. Et je ne fais pas la distinction entre les drogues douces et les drogues dures. Après, il peut y avoir des consommations d'alcool, bien entendu, qui respectent des bons produits, qui font partie aussi de quelque chose qu'on partage ensemble. L'idée n'est pas de dire on ne boit plus rien. Bon, mais ça, c'est un exemple. Le cannabis, souvent considéré comme une drogue très cool aussi, c'est pareil. Surtout que le cannabis a changé ces dernières décennies. Il est devenu très concentré en la molécule qui crée cette addiction, le THC. Okay. Et ça, c'est pas une drogue anodine du tout. Problème de concentration, problème de mémoire, mais dès les premières consommations chez les plus jeunes. Problème de lien social, difficulté à suivre l'école, difficulté à suivre à l'université. C'est des produits, si on peut éviter, il faut toujours éviter. Et ça arrive au bout de combien de temps? C'est tout de suite, c'est immédiat ou ça met un petit peu de temps peut-être avant d'agir, entre guillemets? C'est très compliqué de répondre à votre question. Mais parce que ça dépend des individus, oui, leur ça dépend capacité de la personne. aussi Okay. à résister à la deuxième tentative. Ça dépend aussi, on n'est pas tous très égaux d'un point de vue même génétique face à tout ça. D'accord. On a des gens autour qui nous conseillent ou pas. On vit dans un environnement où il y a du deal en face de chez soi ou pas, où il y a des... Bon, voilà. Donc, c'est très compliqué. Mais il y a des produits, ça c'est une caractéristique du risque addictologique, qui sont plus addictifs que d'autres. D'accord. Et un des plus forts, c'est la nicotine, c'est le tabac. C'est très difficile, une fois qu'on est accroché à la nicotine, de la quitter, si on n'est pas bien aidé. Et c'est un des produits qui vous allume les petites lumières dans le cerveau le plus rapidement quand vous commencez la consommation. Mais l'alcool n'est pas en reste, le cannabis n'est pas en reste, la cocaïne est aujourd'hui un des produits qui pose le plus de problèmes d'entrée dans l'addiction, et évidemment l'héroïne et d'autres. Et aussi les jeux d'argent, etc. Même si ça peut être un peu, ça les allume peut-être un peu moins, mais oui, les jeux de hasard et d'argent, ce d'autant qu'on a un matraquage publicitaire phénoménal. Les jeux vidéo, ce d'autant qu'ils sont créés par des neuroscientifiques qui font tout pour que vous ayez envie d'aller ouvrir le coffre suivant, d'aller passer par le passage machin chouette. Tout à fait. Et vous perdez votre liberté. En fait, l'addiction, c'est une perte de liberté. Il faut bien se rendre compte de ça. Le produit, le comportement devient central dans votre vie. C'est ça qui prend le pas sur vous-même. C'est de belles paroles. Et ça fait écho aussi à plein de choses en moi, mais on n'est pas là pour parler de moi, évidemment. Très bien, merci pour ces magnifiques réponses. Donc j'ai une dernière question pour vous. Si vous pouviez créer un test, on va dire, de réalité virtuelle pour sensibiliser les jeunes aux conséquences des addictions, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Est-ce que ce serait plutôt un parcours d'obstacles ou plus un escape game? Non, moi j'essaierais de montrer, moi j'ai un côté un peu fleur bleue, j'essaierais de montrer que sans addiction, la vie est plus belle, au travers de quelque chose qui montre plutôt le bon côté des choses à ne pas consommer et à essayer d'être soi-même. Et puis je pense qu'il faudrait arriver à bâtir un scénario aussi où on laisse comment vous dire, où on voit aussi qu'il y a une responsabilité collective à ne pas aller sur ce chemin-là. Qu'au fond, l'addiction, c'est quand même quelque chose de très auto-centré. Au point d'ignorer que les addictions, en particulier l'alcool d'ailleurs, sont les grands pourvoyeurs de violence. La collectivité est impactée indirectement par les addictions de chacun, par la violence, par la maladie,
par le coût aussi. Je peux vous dire que, Mm. vous savez, les débats en ce moment sur notre budget national, etc., on cherche les milliards. On peut en trouver avec, si on s'arrête un peu tous de consommer autant qu'on ne consomme. Le tabac, ça coûte 156 milliards par an à la France. 156 milliards. L'alcool, ça coûte 102 milliards. Vous voyez, donc je pense qu'il faudrait essayer à la fois d'avoir une combinaison, une sorte de jeu, je ne sais pas dans quel univers on se baladerait, où on est à la fois quelque chose de positif à ne pas consommer, on Ok. montre ça, et qu'on sensibilise à l'idée, si on consomme, c'est pas que ma responsabilité individuelle, c'est pas que ma pomme. On vit dans un monde quand même un petit peu individualiste à plus d'un titre, et là, il y a quelque chose qui devrait nous interroger collectivement. Très bien. Et est-ce que le jeu serait gratuit? Je sais pas, oui. Oui. Oui, faisons un jeu gratuit. Allez, en tout cas, faisons. la prévention, elle doit être gratuite pour le destinataire. Très bien. Et ben, ça sera un jeu gratuit. Parfait. Et bon, je vous remercie pour votre présence, pour vos réponses, pour cette clairvoyance. Et puis, on va pas pardon, je reprends. On va pas vous embêter plus longtemps. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci à vous. Merci bien. Nous, on arrive à la fin finalement de ce live quand même. De ce live Twitch. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire de tout ce qui s'est passé pour le moment jusqu'à présent, Philippe? Est-ce que tu es satisfait des gens qui sont venus, qui ont pu échanger, etc. Est-ce que globalement satisfait? Ah bien sûr, oui, c'était vraiment une grande journée. La qualité des intervenants, là j'ai hâte d'aller voir en plénière la restitution des ateliers donc des citoyens et puis des professionnels, voir un peu les propositions qu'ils font. Je vous rappelle que la dernière fois en 2022, il y avait eu 121 propositions qui avaient émané de ces ateliers de travail de l'après-midi. Donc là on va voir déjà si c'est aussi garni. Et je rappelle que sur les 121 propositions qu'il y avait eu la dernière fois, aujourd'hui, nous en avons réalisé 78, soit 65%. Wow. 29 qui sont en cours de réalisation ou à améliorer, c'est-à-dire 24%. Ouais, donc il reste, Et voilà, et il n'y en avait que 14 qui n'ont pas été réalisés. Et en plus, parmi les 14, il y en a 9 qui ne sont pas réalisées tout simplement parce qu'elles n'étaient pas conformes au cadre légal. Donc, Ok. voilà, et D'accord. d'autres qu'on n'a pas voulu mettre Bon, en œuvre. c'est très positif. Voilà, donc j'ai hâte c'est de chouette. voir la conclusion de ces ateliers de l'après-midi. Mais sinon, non, c'est vraiment une belle journée, très dense, peut-être un peu trop dense, mais voilà, quoi, c'est très riche. Très bien. Et là, on arrive à la fin. Donc, on a une dernière personne qu'on a eu ce matin et qu'on a interviewé. C'est le préfet du Finistère qu'on a accueilli ce matin, donc Alain Espinas, qu'on a pu recevoir, qui nous a fait la joie d'être présent ce matin et qui va nous faire un petit message de fin, une petite conclusion. Donc, on va regarder ça et puis ensuite, on va arriver au bout de ce live. Donc, écoutez, si tout le monde est prêt, on passe à la conclusion de ce live avec du coup l'interview de Alain Espinas, préfet du Finistère. Je vous balance ça. C'est parti. On se retrouve toujours en direct évidemment de ce plateau live Twitch. Je suis avec monsieur le préfet du ministère, Alain Espinas. Bienvenue à vous. On est là pour clôturer cette émission. Est-ce que donc moi j'ai une petite question à vous poser quand même. Bienvenue à vous sur Twitch. Déjà, est-ce que Twitch c'est votre première? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est étranger? C'est votre première fois sur Twitch? Tout à fait. Eh ben bienvenue sur Twitch. Voilà, comme je vous ai dit, vous vous trouvez donc en clôture d'émission. Donc la question qu'on aimerait poser du coup en fin d'émission pour faire participer un petit peu les jeunes, c'était est-ce que vous auriez un message institutionnel et un appel à l'application des jeunes dans la réflexion autour de la sécurité? Je pense que la sécurité est finalement ce que l'on attend des pouvoirs publics dans une société. On attend deux choses qui peuvent apparaître paradoxales, voire contradictoires. On attend des pouvoirs publics qui garantissent la liberté et la sécurité. Tout le travail de l'État, c'est de garantir la sécurité en portant une atteinte limitée aux libertés. C'est un défi de tous les jours, c'est ce qui rend le métier compliqué de préfet, mais qui le rend aussi extrêmement enthousiasmant. Donc par exemple, je fais référence, quand vous le dites comme ça, moi ça me fait penser aux caméras par exemple, qui est synonyme de sécurité, mais en même temps où on perd un petit peu peut-être cette liberté puisqu'on a l'impression d'être surveillé. C'est à ça que moi ça me fait penser en tout cas. Bien sûr, mais quand on voit aujourd'hui les caméras dans l'espace public, il
il n'y a déjà aucune obligation pour une collectivité de mettre des caméras. C'est toujours fondé sur un volontariat, donc une délibération au conseil municipal. Donc c'est un choix qui est issu d'une assemblée élue par le peuple. Donc ceux qui portent atteinte, ou si on considère pour certains qu'on porte atteinte aux libertés par l'installation de caméras, doivent se rappeler que ça a toujours été un choix qui a été fait par des gens qui ont été élus. Ça me paraît important, premièrement. Deuxièmement, la vidéoprotection, elle est là, comme son nom l'indique, pour protéger de deux manières. La première, la présence d'une caméra va dissuader les gens de commettre des délits, donc ça protège. La deuxième, c'est que s'il y a commission de délit, ben, ça peut permettre d'identifier l'auteur et donc de le sanctionner dans un processus judiciaire normal. D'où l'importance, si c'est quelque chose qui a été proposé et voté et accepté, de faire contribuer du coup aussi les jeunes pour qu'ils acceptent et qu'ils votent aussi tout ça, quoi. Voilà. Tout à fait, mais je pense que c'est important. Je comprends, et quand j'étais jeune, je ne suis pas convaincu que la sécurité était ma préoccupation première. Entre sécurité et liberté, je pense que comme tous les jeunes, je préférais la liberté à la sécurité. Quand on est jeune, on a le sentiment que la vie est éternelle et qu'après tout, la sécurité est une contrainte à laquelle on ne doit pas sacrifier notre liberté. Je pense qu'avec le recul, que c'est bien de s'intéresser à la sécurité dès qu'on est jeune. Comment s'y intéresser? Tout simplement en étant curieux, en allant voir ce que c'est, en demandant en allant discuter avec des policiers, avec des gendarmes, avec des élus en charge de la sécurité, en allant faire un stage dans un service en charge de la sécurité pour en comprendre les enjeux, les difficultés, les questionnements moraux qu'on se pose tous les jours. Tous les jours, un policier, lorsqu'il intervient, ou un gendarme, va se poser des questions sur ce qu'il fait, sur la façon dont il doit agir, sur à quel moment il va devoir user d'une contrainte face à quelqu'un qui est en train de commettre un délit. Voilà. Et ça aide aussi à construire la personne de se poser ces questions. Du coup, ça me fait penser, quelle aurait été finalement la solution pour vous, quand vous étiez jeune, pour vous sensibiliser justement à tout ça? Je pense que, je l'ai dit, être curieux et ne pas hésiter à aller dans des services, ne pas hésiter à aller dans des services qui peuvent ne pas vous séduire aux premières approches. Ne pas hésiter à aller passer du temps dans un commissariat pour comprendre le travail d'un policier. Et je le disais aussi, je pense que pour séduire, pour reprendre votre expression, regardez ce que fait quelqu'un. Les institutions, c'est un cadre de droit, mais les institutions, ce sont aussi les femmes et les hommes qui la font. Et donc, passer une journée, plusieurs jours avec un policier, avec un gendarme, c'est comprendre comment, en tant qu'individu, on participe de ce processus de sécurité. Très bien, c'est parfait. On vous remercie évidemment pour votre venue et pour ce beau discours. Et puis, nous, on est sur la clôture évidemment de l'émission d'aujourd'hui. On va pas vous embêter plus longtemps. Merci encore. Et puis, nous, comme on a l'habitude de le dire à chaque fin et en clôture à chaque fin d'émission, on dit Kenavo devant la caméra. Donc, Kenavo. Kenavo, et vous ne m'avez pas embêté du tout, au contraire. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà pour la petite interview slash clôture qu'on a pu avoir ce matin avec Anna Espinasse, du coup préfet du Finistère. Je t'ai vu pas mal réagir finalement à cette petite interview. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire peut-être, Philippe, sur ce que tu viens de voir? Non, c'est très bien. Déjà, je suis content que le préfet s'adresse aux jeunes, et en plus en leur disant d'aller vers le monde policier, d'aller comprendre un peu comment fonctionnent les sécurités publiques. Et oui, c'est intéressant. Maintenant, je ne sais pas si des jeunes veulent aller au commissariat, je ne sais pas comment ils seront accueillis s'ils débarquent à une dizaine ou je sais pas comment ça peut se faire concrètement, mais en tout cas, moi, je serais vraiment partant effectivement pour que les jeunes puissent mieux
discuter, échanger avec les représentants de l'ordre. Et par exemple, là, j'en profite pour glisser que mardi prochain, on va faire un café police à Pénars. Et donc là, il y aura un policier. Ça s'appelle un café police. Donc on sera dans le hall du centre commercial de Pénars. Et donc pour proposer autour d'un café une discussion avec justement un policier municipal et un policier national. Ok, avec pour objectif du coup d'échanger sur sa pratique, sur ses pratiques ou sur... Avec pour objectif de discuter, d'échanger sur tous les sujets. D'accord. Que Ok. les gens viendront. Voilà, on vient avec leurs questions et puis on va échanger. Ok, très bien. Moi, c'est vrai que comme par rapport à ce que disait le préfet, c'est vrai qu'il parlait que souvent, en tout cas pour tout ce qui était décision, c'était des choses qui étaient votées, du moins par les gens. Est-ce que tu confirmes ça ou est-ce que... Alors oui, c'est en partie vrai, mais il y a quand même une incitation de l'État. Par exemple, sur les caméras, Ouais. il y a une incitation de l'État à mettre des caméras, de la vidéoprotection. L'État participe d'ailleurs au financement par le biais du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Mais il y a aussi une partie qui est prise en charge par la mairie, par la municipalité. Donc certes, c'est voté, à la fois parce qu'on en voit l'intérêt, mais il y a aussi une incitation à le faire, clairement, quoi. Ok, mais qui est généré quand même d'un constat de la part de Ah oui, bien sûr, de la majorité. Bien sûr, si on le fait, c'est qu'on est, comme Voilà. tu l'as dit, c'est parce qu'on est d'accord de le faire et qu'on voit tout l'intérêt de le mettre en œuvre. Très bien. Donc du coup, on arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la fin, voilà, de cette émission live. Est-ce que y a quelque chose, voilà, que tu aimerais toi, Philippe, dire, annoncer du coup, encore une fois, aux personnes qui nous regardent, peut-être revenir sur quelque chose qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant par rapport à ces assises. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort finalement de tout ça? Moi, ce que je voudrais dire aux jeunes qui nous écoutent, c'est l'engagement dans la vie de la cité, dans la citoyenneté. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre part à la construction de notre vie, de notre ville, de notre avenir commun. Encore une fois, c'est celui qui sera le vôtre demain. Donc il faut participer, comme l'a dit le préfet. N'hésitez pas à aller pousser certaines portes parfois où on peut hésiter à le faire. Voilà. Soyez-vous, venez, engagez-vous dans plein de choses. On a nos réserves communales de sécurité civile, il y a les actions caritatives, la Croix-Rouge, le Secours populaire. Enfin voilà, à partir du moment où on s'occupe des autres, on va bien aussi soi-même. Voilà. Très bien. Moi, j'ai une petite question bonus quand même, juste avant de terminer. Toi, Philippe, si tu avais eu 16-25 ans et qu'on on aimerait te happer dans ce monde-là et te questionner, quel aurait été finalement le moyen pour toi de t'attraper dans toutes ces démarches, etc., si toi, tu avais eu 16-25 ans? Comment est-ce qu'il aurait fallu venir pour te sensibiliser à tout ça? Je pense que, je sais pas si c'est... Je pense que c'est dans le chemin inverse. C'est plus... Encore une fois, je recite le préfet, décidément, on va croire. Ah bah voilà. Non. Mais à la fois, il a raison. Oui. C'est-à-dire que c'est la curiosité, c'est ça, en fait, qui fait... Donc, il n'y a pas à aller chercher. C'est à chacun, en fait, de comprendre l'intérêt. Et pour comprendre l'intérêt de ce que font, les choses qui se font, c'est d'aller au renseignement, d'être curieux, de ne pas se laisser bercer, d'avoir un esprit critique, voilà, c'est tout ça, en fait. C'est être un citoyen animé, animé au sens large, c'est-à-dire de participer, de prendre part à la vie de la cité. D'accord, ok, très bien. Eh ben, écoutez, nous on arrive à la fin de ce live. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que les thématiques qu'on a abordées et qui ont été évoquées vous ont plu. Voilà, il y a eu des échanges hyper riches, il y a eu des interviews et des intervenants sur ce plateau hyper intéressants. Merci Philippe pour ta présence. Je remercie la maire qui malheureusement ne peut pas conclure avec nous, mais je la remercie. Voilà, je remercie tout le monde et comme on a l'habitude... Allez, on y va, ça clore. Kenavo. Kenavo. Yeah.